Et oui, je me demande si c'est juste le plaisir de lancer cette émission. Ça fait des années que je voulais mettre du Britney Spears sur l'antenne de Radio Libertaire. C'est fait, alors oups, I did it again. Vous savez, c'est certes, la chanson parle d'amour, hein. Voilà. Mais il est évident que cette phrase, en fait, à chaque fois que je l'entends, pourrait convenir à tellement de gens. Oups, vous savez, désolé, j'ai encore fait ça à chaque fois que il y a des choses en actualité, c'est plutôt oups, désolé, il ou elle a encore fait ça. Et se dire, c'est pas possible, est-ce qu'on va y arriver un jour? Ça peut convenir à tellement de choses, tout le temps, tous les journaux, en fait. Voilà, on se fout de notre gueule, évidemment, avec un petit sourire ou un sang dans l'excuse, et des fois, rien de tout ça. Cette semaine, le CIO, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est un grand chef en tout cas, de la compagnie Disney a annoncé une réorientation de la politique de production. L'idée, et ben en fait, ils vont aller de plus en plus vers l'offre en ligne et stopper l'exploitation en salle. Inquiétant car évidemment déjà les studios Disney avaient mis ça en place pour 2 de leurs productions, Mulan, alors la version évidemment prise de vue continue de leur film d'animation, et Soul de Pig Doctor, le dernier Pixar qui devait sortir en salle. Alors je m'attarde pas sur la qualité, j'ai vu aucun des 2 films, Soul n'étant pas encore sorti, mais il s'agit de 2 grosses productions. C'est très inquiétant évidemment parce que est-ce que Disney on va dire, condamne la salle d'ici, allez, 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y aura plus de Marvel. Alors, encore une fois, je ne parle pas de qualité. On va regarder Star Wars sur nos petits écrans. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails du côté, évidemment, humain, et de se dire qu'un seul coup, on ne pourra plus être dans des salles ensemble. On parlera tout à l'heure avec Marie-Pauline du plaisir qu'on a eu et avec Bastien d'être à AnimaFest et de retrouver du monde dans les salles et de pouvoir de nouveau discuter un petit peu ensemble. Donc évidemment l'importance de ça, mais évidemment ça met énormément de choses en place. Par exemple, il va falloir taxer encore plus les chaînes comme Netflix, HBO+, puisque vous savez qu'en France, par exemple, 2 de nos invités qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui font aussi des films parce que des gens vont voir Marvel et que le CNC a inventé quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est que quand vous allez voir Marvel ou Star Wars, une petite partie de l'argent qui est pris sur les billets permet de financer l'art, par exemple, de l'animation, mais du court-métrage, de l'expérimental, du documentaire, un petit peu difficile, mais en tout cas, il y a quand même de l'argent pour ça, et qu'on a une chance incroyable par rapport au monde, c'est d'avoir cette manière de fonctionner. Donc évidemment, si on n'a pas cette manière de fonctionner, comment on va faire? Comment on va pouvoir récupérer de l'argent pour, évidemment, produire ça? Alors, on a 2 solutions, ou on se morfond, ou on passe un petit peu aussi à l'action et de se dire que c'est peut-être le moment où l'indépendance et où l'art indépendant peut enfin revenir sur le devant de la scène. Je rêve pas, on verra jamais ailleurs le film dont on vous a parlé le mois dernier, qui a été absolument massacré en salle avec des séances à 14h, alors que c'est tout sauf un film pour enfants. En tout cas, ce n'est pas forcément un film pour enfants, c'est un très beau film, même si Stéphane Dreyfus dit que c'est un film vain dans ses critiques. Je ne suis pas complètement d'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage parce que le film, évidemment, n'existe plus aujourd'hui sur les écrans en une semaine. Critique pourtant dithyrambique. On reparlera un petit peu, évidemment, de cette difficulté qu'on a de faire des longs métrages autres que sur l'histoire, parce que Joseph, par contre, fonctionne. Plus de 100 000 spectateurs, on ne peut que, évidemment, s'en réjouir, mais c'est évident que les gens y vont parce que, d'un seul coup, ils apprennent quelque chose sur l'histoire. Encore une fois, l'idée n'est pas de plus avoir ces films-là, mais d'avoir vraiment un équilibre entre tout ça. Alors, c'est peut-être le début d'un combat qui commence vraiment. La Clé Revival se bat maintenant depuis plusieurs mois pour essayer de tenir. Peut-être que c'est le moment de commencer à boycotter et pirater. Moi, je connais plein de sites, si vous voulez, pour voir tous les films de Disney, pour les films de Marvel, etc., sans payer quoi que ce soit à tous ces gros studios. C'est plutôt pas mal. Je vous donnerai ça peut-être un jour si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, voilà, c'est assez facile à trouver. Hier, c'était les 97 ans de la naissance des studios Disney. Disney, les gens aujourd'hui, on le sait bien, et je vous invente rien ici même autour de ce micro que malheureusement, là, on n'est plus dans du cinéma, on n'est plus dans de l'art, mais on est vraiment dans du commerce. Banalité absolument effroyable, mais qui arrive évidemment de plus en plus tous les jours. Aujourd'hui, c'est aussi un triste anniversaire, puisque le 17 octobre 1961, un terrible massacre de 250 à 200 Algériens qui manifestaient pacifiquement pour contre le couvre-feu dont ils étaient malheureusement victimes, ont été absolument massacrés par la police de Maurice Papon. Un massacre qui malheureusement n'est très peu documenté, hein, et on parle beaucoup du massacre de Charonne qui a eu lieu un petit peu plus tard, mais c'est vraiment celui-ci qui a été absolument scandaleux avec des gens qu'on n'a jamais retrouvés, enfin jetés à la Seine, et c'est un massacre absolument incroyable. Pour la petite histoire absolument terrible, nos hommes politiques de fer avaient
critiqué énormément ça, et quand il est devenu ministre de l'Intérieur, on lui avait demandé d'ouvrir les dossiers pour en savoir plus, et il a dit non, on ne remue plus tout ça. Le gouvernement algérien voulant en plus ne pas trop parler de au moment de l'indépendance de ce que la FLN, donc français, avait mis en place, a aussi un peu couvert l'affaire, et donc ce massacre, qui est l'un des plus gros sur notre territoire, malheureusement reste impuni. En tout cas, on n'en sait pas suffisamment, et on est content de recevoir Bastien Dubois. Bonjour Bastien, qui va nous parler avec souvenir de cette guerre d'Algérie notamment. Alors on verra évidemment comment il en parle, mais c'est quelque chose de très important. Et donc je vous le dis maintenant, je l'ai mis souvenir et visible sur Arte. Profitez-en, c'est pas tout le temps le cas d'avoir ça. Donc comme le disait Bastien, si vous êtes là en podcast, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez regarder le film en ligne pendant 1 an sur Arte +7. Voilà, donc vous n'hésitez surtout pas, évidemment, ça sera plus intéressant par rapport à ce qu'on va dire d'avoir vu déjà le film. N'hésitez pas aussi, j'ai revu la dernière fois, c'était Nicolas qui regardait sur The Web Anime, donc j'ai mis sur The Web Anime et regardez sur, ça faisait longtemps que je le faisais plus, sur The Web Anime, vous avez les liens donc du Vimeo aussi de Bastien, vous pouvez trouver ses autres films, on en reparlera évidemment tout à l'heure, et Marion Auvin, bonjour Marion. Bonjour. Qui va venir nous parler de son dernier film Jean, mais évidemment on va parler aussi avec elle de tout ce qu'elle a pu faire et voilà, tout ce qu'elle a fait. Donc vous avez aussi sur le Vimeo de Marion quasiment tout, sauf évidemment Jean et son deuxième film, ça dépend parce qu'entre les films professionnels, etc., qui s'appelle Without Sugar et qui est malheureusement toujours pas en ligne puisque les films du Nord, je ne sais pas, décident de ne pas mettre leurs films en ligne. Ça fait un peu partie, ce qui est un peu dommage parce que c'est aussi une manière de montrer les films. C'est une vision, peut-être qu'un jour Arnaud Demuynck nous dira pourquoi il y a ça. Il y a quelques films seulement qui sont en ligne, on verra. C'est parti, on va partir sur une autre, avant de repartir de tout ça, et on a plein de choses à dire. Il y a 33 ans maintenant, sortait l'un des plus grands albums de toute la Terre du monde entier. C'était le 30 mars 1987. J'avais 17 ans et j'ai acheté ce double CD, un peu comme une espèce de miracle absolu. Cet homme était un génie. Il était à la fois, il mélangeait le rock, le pop, la funk dans une espèce de mélange absolument incroyable. C'était à la fois un homme et à la fois enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, on va pas dire qu'il était déjà quasiment transgenre, en tout cas éliminer les gens, mais en tout cas voilà, il y avait déjà cet enjeu dans son travail. Ces groupes étaient déjà multi-genrés puisque notamment avec Wendy et Lisa, il avait dans The Revolution mis en avant les femmes depuis longtemps. Donc c'est Prince, bien sûr. L'album s'appelle Sign of the Time et il vient de ressortir en 8 CD. Je sais pas combien de vinyles parce que voilà, mais ça doit être assez énorme. Il y a plein de choses, il y a des inédits que les fans on connaissait, mais notamment des morceaux avec Miles Davis par exemple, plein de choses. Et il y a à la fin 2 CD d'un live absolument monumental, un de mes premiers grands concerts absolument d'une claque de Prince. Et on va écouter peut-être sa chanson la plus politique à l'époque, qui, enfin voilà, il en a fait d'autres par la suite, notamment sur les exactions et le mot est évidemment trop faible, de la police notamment américaine contre les Afro-Américains. Donc ça c'est venu après, mais là le morceau s'appelle Sign of the Time et donc parle en effet de ce terrible signe des temps qui continue de toute façon avec tous les fléaux qu'il peut y avoir. On écoute Sign of the Time et on revient juste après. À tout de suite. Prince était seul à ce concert au début quand il était sur le devant de la scène, et en fait tous ces musiciens là que vous entendez avec les tambours sont arrivés en fait sur la scène en jouant du tambour comme ça, et ensuite inséré Prince comme ça tous en jouant du tambour. C'était assez incroyable, assez magique. Il y a un petit film, Sign of the Time, qui a été fait là-dessus sur ce concert. Alors on va commencer avec nos deux invités sur tout simplement leurs débuts qui sont un petit peu différents, et j'ai trouvé ça intéressant. On va commencer avec Marion. Marion, toi, tu as fait une licence cinéma, c'est ça, à la Sorbonne? Oui. Enfin, j'ai fait un DMA d'abord à Estienne. Ouais. Et après, j'ai fait une année de licence. De licence. Ouais, effectivement, à la Sorbonne. Et ensuite, tu as choisi l'MK. Tu te rappelles pourquoi, à l'époque, tu avais choisi l'MK? Alors, non, pas très bien. En fait, ça me semblait, vu que je sentais que j'allais pas être une très bonne technicienne, je sentais que les Gobelins allaient pas être pour moi. J'avais envie en même temps d'être script. Donc, j'arrivais pas à choisir entre être script et le cinéma d'animation. Donc, j'ai essayé à la Fémis. C'est eux qui ont choisi pour moi. Et en fait, je trouve qu'ils ont fait un super choix. Je suis ravie de faire du cinéma d'animation. Je pense que je serais vraiment passée j'aime tellement ça. Je serais passée à côté de quelque chose. Tu te rappelles des années de l'MK?
Ah oui, je m'en souviens très bien. Mais, enfin, j'ai passé 3 excellentes années, ouais. Toi, Bastien, alors c'est autre chose. Tu es parti donc avec une école qui s'appelle maintenant Rubica, qui était Supinfocom Valenciennes. Tu te rappelles, qui était plus technique. On va voir aujourd'hui que tu as ça, mais tu es parti dans autre chose. C'était une approche complètement différente. Moi, j'étais plus un profil de geek derrière son PC qui me bricolait des choses. Et l'histoire, ça passait un peu en second plan à cette époque-là. Et donc, je suis allé vers Supinfocom, parce qu'à l'époque, je voulais travailler dans le jeu vidéo. Donc, j'avais déjà eu des expériences de stage dans des entreprises comme Ankama. Et donc, voilà, j'allais plus là-bas pour me former sur un aspect technique. Et je suis arrivé sur l'idée de faire des films et de réaliser plus tard. Je sais pas, Nicolas, si vous voulez, Marie-Pauline. Alors, je suis désolé, parce que mon début était tellement et tout. Donc bien sûr c'est Bulle de Rêve présenté par l'équipe de Bulle de Rêve. C'est là où on voit que je suis vraiment super organisé. Francis Gavel évidemment regarde avec un air de diable en faisant ça ne m'étonne pas de lui ça. Donc bien sûr Bulle de Rêve est fait par 5 personnes. Donc Marie-Pauline Mollaret qui est aujourd'hui dans le studio. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour. Nicolas Tisse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Pascal Leduc qui est pour l'instant en train d'être tranquille à La Roche-sur-Yon à regarder des films. Bonjour Pascal. Et Antoine Weber qui lit pour la prochaine émission. Et comme il lit lentement, il est obligé de prendre du temps hors de l'émission pour pouvoir lire pour notre prochaine émission. Et toutes les bêtises, évidemment, sont dites par moi, Alexis. Sur Nicolas. Et donc, on peut évidemment poser des questions. Pardon. Marie-Pauline veut commencer avec une question. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que dit Bastien, parce que ça m'interpelle beaucoup. Comment on entre dans une école en voulant faire du jeu vidéo et de la technique, et on ressort en devenant réalisateur avec des films qui ne sont pas forcément des démonstrations techniques permanentes. Tout simplement, quand ce désir était assez ancien du jeu vidéo, et l'école... anciennement Supinfocom, qui s'appelle maintenant Rubica, on faisait un film de fin d'études pendant le temps des études, et c'était un travail conjoint avec plusieurs coéquipiers. On était 3, et j'ai adoré ce temps de création, de raconter une histoire sous forme de court-métrage, mais surtout j'étais frustré en fait de ne pas avoir le contrôle sur... il fallait faire des compromis avec les 2 autres équipiers, malgré que c'était une très belle expérience, ça s'est super bien passé. Mais j'avais absolument envie par la suite de faire mes propres films, et c'est comme ça que ça a démarré. C'est déjà un film un peu atypique, A. Il s'appelait A, avec une petite fille qui va se perdre dans la soupe, et c'est l'alphabet déjà. C'était déjà un voyage un peu. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait quelque chose d'un peu absurde, surréaliste, et qui sortait un peu. Et Supinfocom Valenciennes, à l'époque en tout cas, permettait quand même d'avoir des films qui sortait un peu finalement de ce qu'on pouvait imaginer uniquement technique, quoi. Il y a pas mal d'auteurs avec ce grand A, qui ont sorti de ça, non ? Il y avait, à une époque, l'idée c'était de faire des courses-poursuites et des démonstrations techniques, et il y a eu vraiment un switch, je pense, autour des années promo, si je dis pas de bêtises, 2008, 2010, où les élèves se sont mis à vraiment chercher à produire des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus puissantes, j'ai l'impression, et décoller un peu des films de genre, ou des films qui reproduisaient des films qu'on avait déjà vus auparavant, qui reprenaient un peu les mêmes ressorts. Et c'est les promos qui sont arrivés juste après moi, j'étais vraiment impressionné, parce que j'ai vu tout d'un coup un travail d'auteur apparaître, ce que j'avais pas vu sur pas mal d'années avant. Vous avez tous les deux, et on viendra évidemment sur le film de fin d'études aussi, c'est des films de Marion. Vous aviez des films à l'époque, je sais que c'est une question un peu bateau, mais je trouve ça toujours intéressant, d'animation par exemple, qui vous ont marqué à l'époque, où vous dites, tiens, ça m'intéresse d'aller vers ça ou pas. Bastien, on va laisser Marion si elle a déjà, et on verra si Bastien en a après. Ça peut être très large. Oui, moi à ce moment-là, c'était... Sylvain Chomet, j'étais une grande fan, Johanna Keane et toujours d'ailleurs, Bill Clinton, j'avais vraiment ces références-là à cette époque-là, ouais. C'est plein de tous ces films, je les avais vus, mais comme en fait je me voyais pas faire de l'animation, je les prenais pas comme des j'aimerais faire ça, enfin je les appréciais tous, mais sans avoir j'avais pas cette idée en tête qu'un jour ce serait à moi de devoir faire des choix artistiques ou narratifs, et donc je prenais tout, j'étais une éponge, je pense, et ça allait de films de qualité comme C'était Marion jusqu'à des choses beaucoup que je citerai pas, parce que j'aurais un peu honte maintenant de les citer. Après c'est intéressant aussi, ça permet de construire des choses. Non, c'est intéressant des fois de voir, parce que vous avez, là c'est évident quand tu cites Johanna Keane et Bill Clinton, que dans ton travail, toi Marion, si vous regardez un petit peu, pour ceux qui connaîtraient pas le travail de Marion,
Je vais pas dire qu'il y a une filiation qui est directe, mais en tout cas, il y a un enjeu des corps et des formes. C'est toujours des gens que j'admire vraiment. J'admire toujours leur travail. Maintenant, j'ai découvert en plus d'autres choses. Mais effectivement, c'est pas pour rien que je les ai aimés. Nicolas, toi, sur cette période, tu as des questions? Pas encore? C'est pas une... Pas particulièrement. Ok. Eh ben, on continue alors par rapport à ça. Moi, on va venir maintenant sur les films de Marion. Et donc, parce qu'évidemment, il faut que je retrouve. Alors, c'est incroyable. En fait, très rapidement, vous regardez le Vimeo et il y a un premier film qui s'appelle Yum Yum. Ah oui. Je sais pas si c'est un exercice ou et en fait, on a déjà de la danse. On a déjà des femmes avec des rondeurs, on va dire. Il y avait ça. C'est quelque chose qui te marquait en fait depuis le début. C'est quelque chose qui est important pour toi de travailler sur ces femmes, sur plutôt la femme. Et puis encore une fois dans toute cette diversité, un peu la Florence Miaille aussi qu'on pourrait citer. Donc voilà. Ouais, sans doute. Enfin le corps. C'était un moment aussi où j'apprenais le mouvement, à faire bouger. Et c'est vrai qu'il y a un type de corps que j'aime particulièrement faire bouger, avec des courbes, des formes. Et donc, ce petit film-là, Yum Yum, c'était le rallye d'anime qu'on a à faire. On a une semaine pour faire un film de 2 minutes. Et l'idée, c'était de se faire plaisir. Et je me suis vraiment fait plaisir en faisant bouger ce corps de femme. Du coup, pourquoi pas continuer le plaisir et faire d'autres films où je pouvais utiliser cette gestuelle. Ce qui est très beau dans le film, c'est rien, c'est vraiment c'est très court. Mais donc, elle danse, elle grossit, puis elle devient plus fine. Puis à un moment donné, elle va passer dans un couloir, donc elle redevient fine. Et en fait, elle rentre chez elle. Et là où toutes les histoires, normalement, se terminent avec la femme qui redevient, ou l'homme, l'être humain en tout cas, qui redevient maigre parce qu'il faut être maigre. Là, au contraire, elle regrossit d'un seul coup avec un petit sourire. J'ai trouvé ça intéressant parce que juste après, tu fais En rondeur, un peu plus tard, sur Canal J. Donc encore ça, avec des femmes enceintes qui vont jusqu'à s'envoler, un petit garçon qui regarde des femmes. Voilà. Et donc, il y a quand même, comme tu dis, ce plaisir qui est là de ces formats-là, quoi. Oui. Mais c'est sûr que le corps, c'est... comment on vit avec son poids, c'est quelque chose qui m'intéressait, et parce que moi je vivais pas forcément bien ça, ou à d'autres moments justement j'apprenais à l'être mieux, et du coup je pensais tout simplement que dans nos films on est marqué, on met de notre vie, et donc voilà, je pense que ce qui me travaillait, je le mettais dans mes films. Bastien, tu te souviens, quand on regarde A, il y a un gros travail de lumière que vous avez fait qui est assez... Elle va se perdre en plus dans cette... ça, c'est quelque chose que toi, t'avais pris en main, ou non? C'est petit camarade Déjà, je trouve que les gens, ils me parlent encore trop de Madagascar, 10 ans après. Et toi, tu me parles de mon film de fin d'études, qui est encore 3 ans plus vieux. Non, mais le travail de lumière, c'est surtout... c'est parti de l'univers de Simon Moreau, qui était... donc la personne qui était à l'origine de l'idée du film et qui avait déjà un univers graphique assez riche. On était 3 personnes sur le groupe, on était plus des personnes qui avions un bagage artistique, et donc tous les 3 avec des grosses envies sur l'aspect du film. Et quand dans d'autres équipes il y avait plus un mix d'artistique et de techniciens, et donc il a fallu... moi je me suis plus du coup attribué le rôle de technicien, et j'ai un peu... laisser aux autres l'aspect direction, narration, parce que c'était quelque chose où j'étais peut-être celui qui était le plus à l'aise, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que justement des fois c'est bien de remonter, enfin en tout cas nous, notre travail un peu critique, ce genre de choses, journaliste, c'est de revenir un petit peu justement à des vieux films, parce qu'il y a déjà tout. Et dans cette Lavomatique que tu as commencé, alors, en plus c'est intéressant parce que le son de Caroline Parietti, qui avait déjà fait, en fait, avec qui tu avais travaillé pour un créadoc un petit peu avant. Il y avait cette envie d'avoir quelque chose, une matière presque pas documentaire, mais un petit peu dans le son, tu te rappelles? Ah non, c'était pas vraiment ça l'idée, c'est que ça avait été particulièrement agréable de travailler avec Caroline.
Et c'est quelqu'un qui se montre enthousiaste à ce que je lui ai proposé. Donc quand je lui ai demandé si elle voulait faire le son de mon film, elle l'a été. Donc non, j'ai pas eu cette envie de poursuivre sur le documentaire, vraiment. C'était plus d'accord. Par contre, il y a déjà des choses. Il y a déjà alors peu de décors. On verra. Hein. Il y a déjà une envie d'aller dans une simple, un côté minimaliste en tout cas pour les décors. Et puis, comme dans Jean, on le verra, c'était aussi un petit quelque chose qui fait dérailler finalement un quotidien ou qui fait dérailler quelque chose, puisque là, c'est d'un seul coup une femme qui retrouve une paire de chaussures. Ouais. Et qui va d'un seul coup perdre le rythme qu'elle avait freiné pour aller dans complètement autre chose. Donc, Et oui, tu me fais me rendre compte que tout était déjà là. c'était quelque chose qui t'intéressait, cette idée justement de... Je l'ai pas intellectualisé, donc j'aurais du mal à t'en parler vraiment de cette façon-là. Après, je trouve ça très marrant, ces petites choses de la vie qui sont 3 fois rien et en fait qui chamboulent tout. Et donc c'est plus que ça m'amuse. Et donc j'aime bien trouver ces petites choses-là, voilà, pour trouver un scénario, qui va faire toute une histoire, quoi. Et le côté aussi graphique, on est dans le cinéma et dans le visuel, le côté graphique, et il y a quelque chose, on a l'impression que tu trouves il y a quelque chose d'assez fort dans ce film et que finalement tu vas essayer de développer dans les autres. Et c'est vrai que je me suis complètement trouvée sur ce film-là graphiquement. J'ai pas vraiment changé depuis en fait, et en fait j'ai trouvé comment cacher mes faiblesses. Donc par exemple le décor, moi je sais pas faire des grands décors, je sais pas mettre beaucoup de couleurs, je sais pas faire des belles perspectives. Donc voilà, donc j'ai réussi, je crois, à camoufler ça. Enfin voilà, à ce que ça nous manque pas trop pour autant, quoi. Donc on vous le verrez, j'espère que vous verrez, on a des petites touches de couleurs, un petit peu partout. Alors on va faire une petite pause, on va embêter Bastien un petit peu parce qu'on va lui reparler quand même malgré tout de ce passage-là. J'en suis désolé, on va essayer d'en parler peut-être un peu différemment et il pourra peut-être nous dire d'autres choses, on va voir. Mais on va déjà faire une toute petite pause, c'est assez court, les coupures musicales sont courtes. Et là c'est un morceau que tu as choisi et que tu as choisi en plus ça correspond bien parce qu'on va parler aussi de commandes et donc tu as choisi aussi... Alors, moi j'ai choisi... Alors, c'est pas moi qui vais vous en parler à mon avis le mieux ici, puisque ce que j'ai choisi c'est un clip qui est quand même un morceau plutôt qui est relativement récent, dont le clip est sorti pendant ou juste avant le confinement au mois de mars. C'est un morceau de Chasseur. Et donc, dont Marion va réaliser le clip, elle va donc pouvoir nous en parler. Alors, elle nous en parlera après. On va écouter. D'ailleurs, en plus, l'album sort au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Donc, il doit sortir dans les jours qui viennent. Et donc, on écoute déjà Chasseur comme il vient et on revient après pour parler justement de tout ça. Bulle de rêve, bonjour. Bonjour. C'est moi qui suis pas réveillé en fait. J'aurais pas dû animer cette émission. Donc Bulle de rêve sur Radio Libertaire 89.4, évidemment, la radio de la Fédération anarchiste, la seule radio, je vous le répète à chaque fois, ça fait longtemps que je l'ai pu répéter, où on a 2 heures sur le cinéma d'animation, ce que évidemment a priori est unique au monde. Et je laisse un petit blanc après pour dire c'est quand même impressionnant, un petit séance. Merci Bastien. Ok, donc on sort de l'école. Nicolas ? Oui, alors pour Bastien, moi je me demandais justement ta relation au dessin, parce que juste après l'école, tu fais quand même Madagascar, qui est un carnet de voyage à partir de croquis, et en fait tu fais une école qui est quand même réputée pour la 3D, tu dis que tu étais un geek derrière son ordinateur, donc vraiment ta relation, toi, personnelle au dessin, quelle est... En fait, c'est parce qu'on n'a pas abordé les écoles que j'ai fait avant. J'ai fait un bac art appliqué, un bac STI art appliqué et un BTS communication visuelle. Et pendant le BTS, on faisait beaucoup de dessins d'observation. On allait se balader dans la campagne, c'était en Vendée. Et on allait se balader, on allait dans les fermes, on dessinait les animaux, on dessinait... Et après, j'avais toujours un carnet sur moi, je dessine tout le temps. Et donc c'est plus... En fait, il y avait un parallèle entre les carnets de voyage que je faisais pour moi et mon envie de travailler dans le jeu vidéo. Et à un moment, les deux se sont rencontrés à Super Infocom, c'est-à-dire le carnet de voyage et la 3D. Et ça a fait... Et j'ai fait, pourquoi je voudrais essayer de faire un... Enfin voilà, ça m'a semblé une évidence qu'il fallait que je fasse un carnet de voyage en film à ce moment-là, en utilisant les outils que m'avait fournis Super Infocom, liés à ma passion pour le dessin d'observation et le carnet de voyage notamment. Et donc, comment ça s'est passé justement
Toi, ta rencontre avec Madagascar, pourquoi être allé là-bas justement et avoir fait le film ? En fait, quand je suis arrivé à Supinfocom, juste avant, j'avais fait un voyage pendant 2 mois en autostop. Donc j'étais parti de Lille jusqu'à Istanbul. Et je suis revenu avec plein de dessins. Et quand je suis arrivé à Supinfocom, donc j'avais passé 2 mois où chaque matin, je sortais de ma tente ou de la forêt où j'avais dormi et je me disais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une école où on était tous assis devant des ordinateurs. J'avais l'impression d'être l'extension d'une machine. J'ai l'impression que je servais une machine. Et du coup, j'étais assez déprimé les premiers mois. Je me demandais vraiment ce que je faisais là parce que j'ai hésité. En fait, quand j'ai reçu l'invitation à rejoindre Supinfocom, enfin l'acceptation de mon dossier, donc c'est mes parents qui m'ont annoncé ça au téléphone. Là, c'est une cabine téléphonique qui est accrochée sur un arbre en Grèce au milieu des montagnes. J'étais entouré par des chèvres et mes parents me disent mais t'es pris à Supinfocom, du coup on va répondre que c'est ok et tout. Et moi je me voyais bien continuer après Istanbul, quoi, faire la Turquie, l'Iran, l'Inde, tout ça, quoi. Et puis j'ai fait d'accord. Et puis quelques semaines après, j'étais devant un PC avec des gars qui parlaient de jeux vidéo. Et puis j'ai fait, en fait, je suis pas sûr que ce soit ça dont j'ai vraiment envie. Donc au bout de 3 mois, j'ai eu l'idée de faire ce film Carnet de voyage. Et c'est comme ça et là je me suis dit, il faut vraiment que je tire le maximum de profit de cette formation. Et ça me servira après pour faire ce que j'ai vraiment envie. Et pourquoi Madagascar au lieu d'avoir continué le voyage justement ? Ah oui, c'est vrai, tu avais posé une question comme ça. Dans ma classe, il y avait une de mes camarades qui s'appelle Nour Rakout-Malal, qui est originaire de Madagascar, et qui m'a montré fort à propos des photos de Madagascar d'où elle revenait. Elle avait été faire le retournement des morts de ses grands-parents, donc c'est la cérémonie dont je traite dans le film Madagascar, le Famadine. Et donc elle m'a montré des photos de Madagascar, de la cérémonie. Elle m'a dit regarde, on a fait ça. Puis c'est pile le moment où je cherchais un pays et un sujet à traiter. J'avais déjà l'idée de faire un film carnet de voyage, mais je ne savais pas encore sur quoi. Et c'est tombé super. Et t'es parti, on va dire, en mode baroudeur, ou t'avais déjà un producteur par exemple pour le film, ou une idée de producteur en tout cas pour le film ? Est-ce que, juste parce je vais poser la question aussi à Marion, est-ce qu'il y avait quand on sort de l'école, il faut avoir une sacrée et à la fois naïveté et une espèce de courage un peu fou pour faire. Moi je connais l'histoire par rapport à ça, les gens ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'il faut justement ne pas trop se poser de questions et foncer, ou au contraire bien réfléchir, avoir un producteur, avoir déjà de l'argent, etc. Je crois que c'est à force de la jeunesse de pas trop savoir dans quoi tu te lances et d'essayer sans vraiment planifier quoi que ce soit. De la même façon, je suis parti 2 mois en stop à Istanbul où ça me semblait juste cool de le faire et juste j'avais envie de le faire, donc je le faisais. De la même façon, je me suis dit tiens, je vais aller à Madagascar, vivre pendant 1 an ou 2 et faire un film là-bas. J'avais une appréhension sur le fait d'être capable de porter le projet jusqu'au bout, parce qu'on avait fait un film de fin d'études, comme je vous ai dit, pendant 1 an, on était 3, on avait fait un film de 6 minutes, et ça avait été compliqué, et là je voulais faire un film d'une douzaine de minutes, tout seul, donc j'étais pas sûr de pouvoir y arriver. Et j'avais eu quelques aides, notamment Envie d'agir, donc c'est une aide pour les jeunes qui ont des projets culturels ou Envie d'agir. Il y avait je m'étais retrouvé un peu accidentellement à une réunion du Rotary Club. C'est une longue histoire, mais voilà, avec mes cheveux longs et mes habits Emmaüs, je m'habillais exclusivement friperie à l'époque, et je me suis retrouvé par accident dans une réunion Rotary Club à expliquer mon projet. Je suis reparti avec un chèque. Et j'avais mis un peu d'argent de côté en travaillant chez Ankama. Et à ce moment-là, donc il y a Ron Jens de Sacre Bleu qui m'a contacté en me disant voilà, on a vu que tu avais un projet, on a entendu que tu avais un projet de film sur Madagascar, est-ce que tu veux nous rencontrer, nous en parler? Moi, j'avais jamais vu un producteur, je savais pas ce que c'était. Donc je fais d'accord. Donc je vais au rendez-vous, il me dit alors t'as un projet? Oui, je lui montre un peu mes tests. Il fait écoute, nous ça nous intéresse de le produire. Puis je fais non, c'est bon, je vais me débrouiller en fait. Puis il fait quoi? Je dis non, c'est bon, j'ai les sous, j'ai un peu de sous, je sais pas, j'avais 15 000 balles, un truc comme ça. J'ai des sous, je vais aller à Madagascar, je vais faire mon truc. Puis il était
D'accord. Et en fait, je sais pas, c'était pas, je sais pas comment lui il a pris, mais c'était un mélange de naïveté et aussi de pas être sûr d'être capable de porter le projet jusqu'au bout. Et j'avais peur de m'engager à signer quelque chose avec quelqu'un. Toutes les petites aides que j'avais eues auparavant, ne m'engageaient à rien. Et si à un moment je me plantais en cours de route, je voulais changer d'avis ou laisser tomber, je pouvais. Puis il n'y avait pas envie de garder, tu disais que tu avais travaillé avec 2 personnes, tu n'avais pas envie de garder le contrôle un peu, presque pas de bout en bout, non? Il n'y avait pas ça? Non, c'est surtout que je le vivais vraiment comme quelque chose que je faisais pour m'amuser. C'était même pas un projet professionnel. En fait, je pensais que j'allais faire ça pendant un temps et que j'allais le mettre sur Internet et qu'apraprès j'allais retourner bosser en jeu vidéo, par exemple. Je savais pas qu'il y avait des festivals d'animation, je savais pas qu'il y avait des producteurs, j'avais envie de faire un film, donc j'ai trouvé quelques sous par-ci par-là et je me suis dit je vais à Madagascar, je vais vivre avec 200 € par mois et je ferai mon film et personne me demandera de compte et ça sera très bien. Marion, toi tu sors de l'MK et en fait tu participes à la première saison en sortant de l'école Prévert. Sans revenir trop sur ça, tu t'en souviens un tout petit peu, en plus tu fais un film Je suis comme je suis avec un poème très fort toujours aujourd'hui. Quand Delphine Maury est venue nous présenter ce qu'allait être en sortant de l'école, moi je m'étais pas imaginée réalisatrice, ou en tout cas pas tout de suite. Mais je me suis dit qui ne tente rien à rien, et il y avait ce poème Je suis comme je suis qui était dans le corpus et sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, et donc je me suis dit j'essaye, et donc par chance ça a marché, et du coup avant même d'être diplômée de l'MK, je savais que j'allais pouvoir faire mon film. Donc je suis comme je suis avec Tant mieux prod, et en fait tout était produit. J'ai pas eu à me poser ces questions là comme Bastien dessous, parce que on savait les conditions, comment ça allait être, et ce qui était royal quand même en sortant d'école. Donc j'ai plus découvert après sur les autres films ce qu'était de chercher des aides pour. Tu te retrouves quand même sur ce film à avoir une commande malgré tout de la télé, avec un projet qui montre beaucoup une femme qui n'est pas nue tout le temps, mais il y a même eu 2 versions, puisqu'une version a été... J'ai été censurée. Voilà, France Télévisions t'a obligé à rajouter un soutien-gorge, c'est ça un pyjama. Un pyjama, mais carrément. Une petite chemise de nuit. Oui, alors qu'ils m'avaient dit qu'ils acceptaient au début, que même ils étaient assez contents d'essayer. Et puis en fait ils ont eu peur d'avoir trop de courriers de parents affolés d'avoir montré des seins à leurs enfants. Alors ce que moi j'ai vu des enfants voir c'est la version censurée, ils l'apprécient énormément. Oui, les enfants au contraire la nudité, bien sûr, oui, ça. C'est moins choquant. Ensuite, tu vas faire un film. Alors, on va passer pas trop de temps sur toute cette période, mais elle est importante pour évidemment passer plus de temps sur vos derniers films. Donc, tu fais Without Sugar, 2015, film du Nord. Oui, là, en fait, c'était après en sortant de l'école. J'ai eu des petits boulots d'animation, mais qui me remplissaient pas complètement la vie, et du coup je me suis dit faut que j'écrive peut-être. Et Arnaud Demoinck m'a dit écoute, moi je fais des films, ce qu'il appelle des films bourses, donc on a une enveloppe de 5 000 €, et l'idée c'est de faire son film avec ça. Si on peut trouver des aides en chemin, tant mieux. Et donc c'est là que je me suis lancée sur l'écriture de tu poses des questions quand même à droite à gauche en disant 5 000 € ou non, tu dis juste après sortant de l'école, c'est juste parce que 5 000 €, c'est pas beaucoup, on va le dire. 5 000 €. Oui, à l'époque c'est ça, c'était trop bien. Oui, je me rendais pas bien compte, surtout que je me suis, je sais pas combien de temps il dure Without Sugar, mais il fait quand même 8 minutes. Il fait 8 minutes, ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui est beaucoup trop pour 5 000 €. Et donc j'étais assez naïve. Donc après, je savais les conditions, j'ai accepté. Bastien, je te vois
te rapprocher du micro, tu voulais dire quelque chose? J'avais contacté le Rotary Club parce que j'avais vu sur internet qu'ils avaient 200 € à un binôme de jeunes qui allaient de France en Thaïlande en vélo. J'avais fait waouh, 200 €. Je vais leur écrire à ce fameux Rotary Club. Oui, comme quoi il faut avoir, comme tu dis, des fois des folies de jeunesse, de se dire ça va marcher. Après, sur Without Sugar, si je dis pas de bêtises, c'est là où tu rencontres, où tu arrives à donc alors, voilà. C'est finalement, la chose heureuse sur ce film, enfin une des choses heureuses, mais la plus heureuse, c'est que je l'ai fabriqué effectivement à Donc Voilà Production et que j'ai rencontré donc Virginie Giacchino et Joris Clerté qui m'ont accueilli les bras ouverts et je n'en suis plus repartie. Et j'y suis parce que j'y suis particulièrement bien avec eux. Et en fait, artistiquement, on se retrouve vraiment. Donc, même si je travaille pas pour eux, ils ont un regard qui m'est très très important en fait pour mes projets. Ouais. Tous les deux, vous travaillez sur des films de commande. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses où on vient vous appeler? Par exemple, toi, il y a la bande-annonce de Croc, t'as fait un petit truc pour mais t'as fait une pub ou je sais pas comment, une commande pour Moleskine, par exemple, Bastien. C'est des gens qui ont vu Madagascar, on reparlera un petit peu de Cargocule, qui voient Cargocule ton deuxième film et qui t'appellent, ou t'as des contacts? Croc, je suis allé 3 fois. Croc, pour expliquer ce que c'est un festival qui se passe en Russie sur un bateau avec entre 100 et 200 animateurs enfermés pendant 8 jours. À boire beaucoup de vodka. Non, j'ai pas vu ça en tout cas. C'est vrai. Non. Et donc j'y suis allé 3 fois en 4 ans. Donc je les connais un petit peu et ils m'ont dit juste est-ce que tu veux faire un trailer? Donc ça c'était assez simple. Moleskine, je crois, ils m'avaient contacté parce qu'ils voulaient faire une série de... ils avaient une collection sur le jazz sur Blue Note et ils m'ont dit on voudrait faire un carnet de voyage de jazz. Je fais oh là là, attendez, stop, c'est bon les carnets de voyage là. Et je leur ai proposé une autre proposition donc qui est d'utiliser les vinyles comme des phénakistoscopes. Des phénakistoscopes, ouais. Voilà, c'est ça. Donc avec un stroboscope et des collages directement faits sur le vinyle et en le faisant tourner, en synchronisant la vitesse de la caméra avec le vinyle, on voit les animations directement sur le vinyle. C'est chouette d'avoir pour une fois quelqu'un qui vient avec un projet, avec une idée en tête et où tu arrives à dire non, on va prendre un braquet complètement différent, je te propose autre chose et que les personnes soient en mesure d'écouter. C'est très très rare, donc j'étais très content pour ça. Voilà. T'es quelqu'un d'assez engagé, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que des fois sur les commandes tu dis si jamais, je sais pas, il y a un gros truc de montre, il y a des trucs qui viennent et qui te disent et tu vas dire non, je le fais pas, ou tu te dis c'est comme le Rotary, il faut quand même bien aussi avoir d'argent. J'ai fait des pubs pour une fois je m'étais amusé à faire une espèce d'enquête dans la rue. J'ai interviewé les gens pour leur poser des questions. J'avais fait une liste de 50 questions, on lançait des dés et les gens ils tombaient sur des questions random. Et j'ai jamais rien fait de ce truc-là, mais c'était une expérience pour voir si ça débouchait sur quelque chose. Et il y avait une des questions, c'était quel est le pire truc que vous ayez jamais fait dans votre vie? Et moi, le pire truc que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est une de ces pubs que j'assume absolument pas et qui est tombée par un hasard de circonstances. Après, voilà, si peut-être j'avais mieux négocié mes contrats sur mes films d'auteur, peut-être j'aurais pas eu besoin de faire des pubs à côté. Mais en tout cas, faire une pub sur 1 mois et demi, quand ça permet de faire rentrer 3 fois plus d'argent sur un court-métrage sur lequel on bosse 2 ans ou 3 ans, des fois, voilà. Oui, c'est ça, c'est les commandes. Oui, c'est pour ça. C'était pas, quand je disais, évidemment, c'est pas vendre son âme au diable, mais c'est essayer. Et puis même, comme par exemple pour Moleskine, peut-être d'essayer de changer un peu, dire peut-être qu'on pourrait faire ça de cette manière-là. Et finalement, beaucoup de gens ont trouvé aussi des fois pas leur style, mais aussi des enjeux techniques, graphiques, visuels finalement dans leurs commandes. Non, mais après il y a tout type de clients. Enfin, moi, Moleskine, j'étais hyper content de bosser pour eux. Celle dont je parle juste avant, c'était pour une grosse banque que voilà, ça je plus jamais. Mais c'est tombé dans un concours de circonstances que j'ai pas pu refuser et je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Marion, toi, puisqu'en effet on a entendu Chasseur, alors ça se passe comment? Alors donc il y a 2 grandes choses qui sont, alors t'as des clips, t'as fait des clips, Falling Down. Et donc celui-ci, et tu travailles beaucoup aussi, on va peut-être parler d'abord de ça et on parlera de ton travail sur Carambolage, voir comment ça se passe. Pareil, les clips, comment c'est on te contacte, on dit j'adore votre style, j'aimerais la même chose. Le premier c'est Manu Diens avait contacté Donc Voilà
plutôt que moi, et en aimant les films qu'ils faisaient chez eux. Donc voilà, c'est Virginie et Joris. Et donc eux m'ont proposé ce projet, donc ça m'a bien plu de le faire. Et Gaël Desbois, donc chasseur. En fait, je travaillais avec une chanteuse lyrique sur son spectacle. Je faisais un très beau spectacle qui s'appelle Poupoule. J'en profite parce qu'il va se remettre à être joué, alors qu'il a été joué que 5 fois peut-être, voilà. Donc là, il va commencer à repartir. Donc Poupoule, c'est Justine Piratolo, qui est une chanteuse lyrique, qui m'a proposé de faire de l'animation dans son fond de scène. Et en fait, qui connaissait Gaël Desbois. Voilà, en fait, ça marche beaucoup par connaissance comme ça. Et lui, du coup, a regardé ce que je faisais. Il m'a appelé. Voilà, ça peut marcher très très simplement. Comme la scène nationale d'Orléans, d'ailleurs le petit teaser que j'ai fait cet été, et ben c'est une fille qui était en colo avec moi quand j'avais 16 ans, qui travaille à Orléans et qui en fait m'a suivie, et on s'était pas parlé depuis 16 ans, donc vu qu'on a 32 ans. Et donc voilà, ça se fait très simplement en fait, voilà, ces contacts-là, c'est très agréable. Et carambolage, parce que je suppose que ça, c'est pas en plus, carambolage, ça permet peut-être d'avoir pas les contrats un peu plus réguliers, mais non, est-ce que oui, voilà, si. vous appelez, en fait, carambolage, c'est d'Arte, l'émission d'Arte. C'est super parce que c'est quelque chose, ça me rassure vraiment. Je sais que je pourrais faire ça, voilà, quand j'ai plus de travail. J'ai la possibilité d'avoir un carambolage, et donc ça, c'est Joris Clerté qui m'a fait connaître. Claire Doutrieux, qui a créé Carambolage, et donc voilà, on a commencé comme ça, et maintenant quand j'en termine un, on me propose un nouveau texte, donc c'est super. En plus, vu qu'elles me connaissent bien, elles savent ce que je vais apprécier faire, donc dessiner Houellebecq, bah oui, forcément que j'allais m'amuser, dessiner des langoustines qui dansent pour illustrer la mayonnaise. Oui, parce que voilà. t'as fait Houellebecq, la mayonnaise, la distribution de livres et le rite, donc on est sur des choses complètement différentes. Oui. Enfin, j'ai fait beaucoup de nourriture ces derniers temps. J'ai fait, pendant le confinement, la raclette et la tartine de pain. Voilà, à sortir. Et en ce moment, c'est le concours Lépine. Donc oui, il y a des choses très différentes. Et moi, j'adore les carambolages parce que il y a une vraie contrainte. On nous donne un texte et le texte ne va pas changer. Donc, il faut le prendre tel qu'il est. Voilà, qui nous plaise ou pas, et voilà, imaginer l'image qui va aller avec, je sens que c'est vraiment mon métier en fait. J'ai une question par rapport à ça, justement, quand tu pars d'un texte, comment tu gères le fait de ton approche par rapport au fait que l'animation ne soit pas juste une illustration d'un texte, et est-ce que tu as une approche particulière par rapport à ça? J'essaye de qu'il y ait une petite histoire derrière le texte que j'ai, de moi créer quelque chose à l'image. Ce que je veux dire, c'est que si j'écrivais le scénario de mon carambolage, il y aurait plus de choses que ce qu'il y a dans le texte, parce que j'essaye d'y mettre voilà, une histoire. Le premier que j'ai fait, c'était la passation de pouvoir. Donc les présidents qui échangent leur place à l'Élysée. Et j'avais mis une petite souris qui observait tout, qui pouvait passer derrière les portes. À chaque fois que j'avais plus d'idées, ou bien que je me sentais trop illustrative, je pouvais récupérer la souris et lui faire quelque chose. Et c'est Joris Clerté d'ailleurs qui m'avait donné cette idée-là, et en fait c'est quelque chose que je garde en tête à chaque fois, et qui fait que en fait ça devient plus intéressant parce que ça devient mon film en fait. Juste de parallèle. Est-ce que Marie-Pauline ou Nicolas, vous avez sur cette partie-là des questions? Oui, moi Nicolas. je me demandais justement, par rapport à Bastien aussi, vu le succès que tu as eu avec tes 2 premiers courts-métrages, donc Cargo Cult et Madagascar, il n'y a pas eu la possibilité ou l'envie d'une carrière un peu au-delà, genre carrière américaine ou quelque chose comme ça? Surtout que Madagascar, a été aux Oscars. Tu as eu des... Je ne sais plus qui c'était, ce grand acteur. Tu as eu pas mal de gens qui t'ont dit que c'était des mails ou des lettres d'acteurs un peu célèbres Hollywood. Tu parlais de mes 2 premiers films. Je
pense Madagascar a une bien plus belle carrière que Cargo, et je trouvais ça assez frustrant par rapport à Cargo, parce que j'ai l'impression que je l'ai un peu moins accompagné en festival, et donc bon, bref, sur Madagascar surtout, qui a eu un certain impact, et qui a permis d'avoir des débouchés intéressantes pour ma carrière. Il y a eu, en gros, sur les 10 années qui ont suivi, quasiment une fois par an, j'avais une proposition pour collaborer sur un long métrage d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire comme réal ou comme co-réal ou comme assistant réal ou comme directeur d'animation ou comme directeur artistique. Des projets français, américains, aux Pays-Bas, enfin il y a eu plein de projets différents, tout le temps dans une approche animation adulte basée sur des faits réels. Type Valsak Bashir, en gros c'était suite à Valsak Bashir, mon film est sorti pas longtemps après, je crois. Et donc beaucoup de producteurs qui se disaient on va faire nous aussi un Valsak Bashir qui va cartonner, qui a coûté pas cher à fabriquer, et il y a, je crois, sur ces 10 projets il y en a un qui a vu le jour. Sur les 10 projets, il y en a où j'ai juste dit non, ça m'intéresse pas. Il y en a où j'ai essayé, où ça s'est cassé la figure, où les gens qui bossaient dessus sont morts. Je dis une bêtise, mais où t'avais pas à un moment donné un projet avec Jonathan Demme aussi. Et ça, c'était un peu le plus foufou. Ouais. Donc, c'est-à-dire, j'étais retourné à Madagascar pour retrouver un peu, pour revoir les gens que je connaissais là-bas, la famille chez qui j'habitais, les gens du village où le film se passe, pour faire des projections, montrer le film aux gens et retrouver un petit peu ce que j'avais vécu un an là-bas, quoi. Et un jour, j'étais dans la jungle, enfin vraiment dans le fin fond j'étais invité à un mariage par des gens que j'avais rencontrés dans un bus, et à un moment je me sauve un peu du mariage parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un endroit, il y avait internet dans la réserve à côté, je sais pas quoi, il y avait un espèce de préfabriqué avec juste un PC sur une table et une antenne pour capter internet. Donc je vais voir mes mails, et là je vois bonjour, c'est Jonathan Demme, j'ai un projet de long métrage, j'ai vu votre film sur Madagascar, ça m'intéresserait de discuter avec vous. Et je recevais pas mal de mails un peu uluberlus de gens qui planaient un petit peu, qui voulaient faire des longs métrages. Enfin là, quand je vous ai dit il y en a eu 10 sur 10 ans, il y en a eu beaucoup plus, mais je vous parle de 10 projets sérieux, et il y a eu beaucoup plus de propositions un peu farfelues de gens qui m'écrivaient. Donc je fais encore un uluberlu, je connaissais pas son nom, je copie-colle sur Google, et puis là je vois son CV, je fais et je regarde autour de moi, il y avait absolument personne avec qui, parce que j'avais besoin de parler tout de suite à quelqu'un, et il y avait personne autour de moi, donc voilà. Et donc je lui ai dit, enfin c'est une adaptation d'un bouquin, donc je lui ai dit envoie-moi le livre à la capitainerie du port de machin, enfin c'est toute une aventure. Donc j'ai reçu le livre dédicacé de sa main à la capitainerie du port de Tuléar, et donc quelques mois après je l'ai rencontré en revenant de Sundance. En fait lui était à New York, donc j'ai fait une halte c'était un peu l'épiphanie de ma carrière à ce moment-là. J'ai fait un petit stop à New York pour le rencontrer en revenant de Sundance. Et comme même en anime on peut avoir des histoires comme ça, on fait des cours, mais et non mais attendez, ça se finit mal. Et du coup on commence à discuter du projet. C'est un film vraiment vraiment très très intéressant en termes de narration. Enfin je pense que je peux en parler maintenant. Ça s'appelle Zetoun, donc c'est un bouquin qui était sur l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Qui est une zone géographique que j'ai un peu visitée, que j'adore, avec des enjeux liés au racisme anti-musulman sur les États-Unis, avec des gens qui reviennent de conflits en Afghanistan et en Irak, donc des Blackwater, je sais pas quoi, des contractuels de l'armée américaine qui ont été envoyés sur la zone de l'ouragan pour remettre de l'ordre, on va dire, et qui se comporte comme en terrain de guerre, quoi. Donc le bouquin était vraiment génial, et donc du coup je le rencontre, et il me demande je vais pas rentrer trop en détail, mais bref, du coup à un moment il y a une mésentente où j'ai proposé des modifications sur ce qu'il voulait faire, et il me disait non on va faire comme j'ai dit. J'ai dit une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois il me fait écoute, t'es viré, ça va pas, quoi. Et donc bon, il fait appel à moi parce qu'apparemment j'avais des compétences sur l'animation, et
il avait peut-être trop l'habitude d'entendre oui, 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 et là je disais non, 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 et ça lui a pas plu, j'étais trop français, je crois. Et il voulait vraiment se le mettre à bord, et puis voilà, c'est ce genre de... Bon, dommage. Ça aurait été, voilà, mais ça fait des belles rencontres quand même. Ouais, c'était assez incroyable. Malgré tout, voilà. On va faire une petite pause, on a déjà pas mal parlé. On va faire une pause, ça a été nous envoyé par notre envoyé spécial à La Roche-sur-Yon, donc Pascal, on va passer, alors je ne connais pas, donc il faut que je regarde, quelqu'un qui s'appelle Rihamed Tobatek Singh, et il nous envoie ce petit texte avec. Avant d'être connu comme acteur, notamment pour We Are Four Lions et Night Call, Rihamed était rappeur. J'avoue l'avoir ignoré jusqu'à présent. Il revient à ses premières amours avec le film Mogul Mowgli, présenté ce week-end au Festival de La Roche-sur-Yon. Et il est important de soutenir les événements culturels en ce moment particulier. En plus d'être interprété, il est le scénariste et producteur de ce projet très personnel où il évoque ses racines d'anglais d'origine pakistanaise à travers le parcours d'un musicien qui court après le succès et cherche à retrouver sa famille alors qu'il commence à souffrir d'une maladie dégénérative. Bon, ça aurait pu être un mélo lourdingue. D'ailleurs, Marie-Pauline rigole, mais c'est heureusement plus fin et libre dans la narration. Le morceau apparaît tardivement dans le film et scelle le rapprochement entre le personnage de Rihamed et son père à travers une leçon de tempo lorsque son père massacre un de ses titres qu'il passe à la radio et qu'elle reprend patiemment avec lui, pardon. Mais il n'a pas mis beaucoup, on dirait que c'est moi qui ai écrit le texte, il n'y a quasiment aucune virgule et rien, donc voilà, c'est du pur, voilà. Bonne écoute, donc on écoute Rihamed, merci Nicolas. Donc, Bulle de rêve, on vient d'écouter, vous loupez toujours évidemment, Bastien commençait à danser, je pense qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place, malheureusement, on a dû arrêter. Marie-Pauline, tu avais envie de poser une question à Bastien. Oui, moi j'avais envie de faire un petit flashback parce qu'en fait on a quitté Bastien qui nous expliquait qu'il avait refusé un producteur pour Madagascar et juste après il nous explique qu'il s'est retrouvé à parler avec Jonathan Demme donc qui avait vu son film suite au succès du film. Donc moi j'avais juste envie d'avoir la petite partie entre les deux de voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, en fait, effectivement, quand Ron m'a sollicité, je me sentais pas prêt. Je savais pas vraiment ce qui m'attendait de partir d'une autoproduction à une production professionnelle. Et c'est seulement au bout de quelques mois où j'ai commencé à fabriquer des choses, où j'ai vu que j'avais quelques plans qui commençaient à sortir et que j'ai vu que j'étais rassuré par rapport à mon processus de fabrication et de voir que j'allais réussir à faire un film. Là, Ron m'avait ressollicité à plusieurs reprises que j'envoyais des espèces de petites newsletters tous les mois pour les gens qui suivaient le projet. Et donc tous les mois, ils me renvoyaient on est toujours intéressé. Et donc au bout de 3-4 mois, j'ai fait mais du coup, si je viens bosser avec vous, je vais perdre l'aide associative que j'ai eue, machin. Et puis il m'a fait t'inquiète. Et après, il est parti chercher des financements et on a eu beaucoup plus d'argent que ce que j'avais pu imaginer. Ouais, et ensuite, donc, succès de Madagascar qui passe hors compète à Annecy, mais qui obtient un prix Canal, ce qui était assez rare, l'une des premières fois où Pascal Faure, enfin voilà, les préparatoires font ça. Et donc, ça veut dire que tu as de l'argent pour faire. C'était un préachat ensuite voilà. pour faire un nouveau film, donc c'est ce qui a donné Cargo Cult. Et il y a eu ensuite une série qui a été commandée par Arte qui s'appelle Portrait de voyage, qui était inspirée de Madagascar, mais avec une approche très différente, beaucoup plus rationnelle, avec une production, avec des équipes, etc. De 20 fois 3 minutes. Et en tout cas, à chaque fois, chacun de ces projets a envie de rencontrer aussi quelque part d'autres cultures, d'autres choses, parce que finalement c'est ça, Cargo Cult est déjà une réflexion sur on va dire l'Occident, on va dire, et d'autres parties du monde, et pareil évidemment pour la série où finalement c'est toi toujours, t'es souvent là et qui va te confronter entre guillemets à des fois des histoires qui sont plutôt belles entre guillemets, d'autres qui sont très dures. Donc il y a toujours ça chez toi de toute façon, cette envie de entre Madagascar et Portrait de voyage, on va dire c'est à peu près la même approche de carnet de voyage documentaire. Cargo Cult pour moi il est très différent, c'est plus une fable anthropologique un peu. C'est moins documentaire et on est plus dans l'ordre des idées et de la philo, j'ai envie de dire, et avec une fin très ouverte qui laisse un peu à chacun s'approprier coller sur le film ses propres réponses par rapport à des questions liées à la cosmogonie ou à la mondialisation, au désir constamment renouvelé de posséder des objets, quoi. Donc n'hésitez pas encore une fois à regarder sur le Vimeo de Bastien, les deux ils sont mis, notamment Cargo Cult l'avait mis aussi récemment, aussi en remerciant Pascal Faure qui avait été remercié en tout cas de Canal+, et voilà, donc en la remerciant. Alors
qui veut commencer ce petit moment d'actu, hein, c'est juste pour vous parler un petit peu de choses, c'est important de parler aussi de l'actualité. Je crois que et Marie-Pauline et Nicolas, vous vouliez parler de quelque chose qui s'est fait en ligne, on a reçu récemment, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que je sais pas si vous avez reçu le petit truc de du Cartoon Forum, mais donc ils mettent tous les projets, et en fait c'est là où je me rends compte que la série télé est quand même particulière, parce qu'en fait c'est le titre et le nom du studio, et n'apparaît pas du tout le nom des réals à aucun moment donné. En fait, alors, les 10... Pour une raison toute simple aussi, c'est que parfois, ils n'ont même pas encore de réal. D'accord. Donc, et souvent, et ça, c'est quelque chose qu'on voit avec les années qui passent, parfois, les réalisateurs changent en cours de projet. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur qui est attaché à un projet, et finalement, 2 ans plus tard, le projet sort à la télé, et c'est plus du tout le même réal. Donc, je pense que les réalisateurs, ils les mettent un petit peu de côté, et privilégient aussi les producteurs. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu ? On va pas revenir. Cartoon Forum, vous en avez déjà parlé ici. Hein, c'est ce moment de pitch où on essaye de vendre... ou série ou cours, ça dépend du cartoon. Qu'est-ce qui vous a retenu voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, sur ce Cartoon Forum qui était en ligne, Marie-Pauline ? Oui, alors moi, il y a un projet que j'ai retenu qui s'appelle Femme and Fame, qui est un projet de 20 fois 2 minutes 45, donc c'est des capsules très très courtes. C'est porté notamment par Rebecca Manzoni. Rebecca Manzoni, elle a notamment une chronique radio sur France Inter où elle parle de musique. Tube & Co, elle parle tous les matins d'un tube. Et donc là, elle décline cette idée en parlant de tubes chantés par des femmes. Et notamment l'exemple qui a été montré là dans le cadre du cartoon, c'est le tube Girl Just Wanna Have to Have Fun de Cyndi Lauper. Et donc l'idée, c'est de raconter en 2 minutes 45 l'histoire du tube en mettant en avant le rôle de la chanteuse, de l'interprète, ou éventuellement si c'est elle qui l'a écrit également. Voilà comment elle a porté ce titre. Et on a vu donc cet exemple sur Cyndi Lauper, ça a l'air assez fun et assez enlevé, vous imaginez bien, sur 2 minutes 45, et voilà, ça s'est produit par la Générale de Production et par Foliascope, et c'est un projet qui, je pense, verra le jour parce que c'est quand même assez bien engagé et ça donne assez envie, voilà, de redécouvrir tous ces tubes chantés par des femmes. Il y a déjà une réal ou un réal attaché, justement, ou pas forcément ? Il y a une réalisatrice qui est attachée, qui est Amandine Fredon. Okay. Qui donc, si je ne dis pas de bêtises, a fait la poudrière, je m'en sais pas fait, en tout cas a fait la poudrière, Amandine Fredon, voilà. Vas-y, alors toi, Nicolas. Vous allez faire un ping-pong, ça va être plus vivant. Un projet qui est quand même aussi assez très intéressant aussi qu'on avait vu, c'était j'ai un trou de mémoire sur le titre. C'est le film sur le facteur. Le projet de série sur... Où Marie-Pauline méchamment veut pas lui dire, voilà. Elle le sait, ou laisse... Mais si, on l'avait vu, on en avait parlé en plus, c'est ça qui est... Donc c'est pas grave, je vais retrouver le titre probablement. Un autre projet. Oui, voilà, non, mais si, comment ? Ah mince, c'est un projet qui est porté par le studio La Cachette. Et qui parle justement qui est porté par l'un des réalisateurs du studio La Cachette et qui raconte un petit peu aussi son expérience personnelle avec justement son frère qui part faire des études et donc qui est un peu porté par sa famille, etc. Et lui qui aide à payer les études aussi de son frère en faisant un travail de facteur qui est tout le temps à vélo un petit peu partout et qui raconte un petit peu justement l'environnement des banlieues aussi, puisqu'il travaille dans la banlieue parisienne en tant que facteur, et en même temps il rencontre une personne âgée justement avec lequel il va sympathiser et qui est assez particulier. Donc j'espère retrouver le titre très vite pour le dire, mais j'ai un trou de mémoire justement monstrueux. On va te laisser le titre. On va te laisser voilà. 2 secondes pour trouver le titre. Marie-Pauline, à toi pour ton deuxième projet. Alors un autre projet, c'est la déclinaison d'un film dont on a pas mal parlé l'année dernière, qui s'appelle La vie de château, qui a été réalisé par Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Halimi. Et donc là, c'est une série, c'est un 6 x 26 minutes et c'est toujours produit par les films Grand 8. Donc c'est un peu l'idée de décliner l'histoire de cette petite héroïne qu'on découvrait dans le premier film, donc qui se retrouvait orpheline brutalement du jour au lendemain et qui allait vivre chez son oncle, qui se trouve être une sorte de gardien au château de Versailles. Et donc elle se retrouvait tout à coup à vivre juste à côté du château de Versailles. Dans le premier film, on découvrait comment petit à petit elle allait s'habituer à cette nouvelle vie et je vais pas dire se réconcilier, mais en tout cas apprendre à apprivoiser cet oncle qu'elle ne connaît pas. Et donc le film était très touchant, il était très subtil et très bien écrit, et on a vraiment hâte, voilà, de voir la déclinaison, de suivre ces personnages qui étaient super attachants, qui étaient jamais mièvres et qui étaient assez drôles. C'était avant que Nicolas nous dise le titre parce qu'il l'a, ça y est. Enfin, bon, alors il va le dire, je dirai après, donc parce qu'il veut absolument le dire. Donc je pense que j'arriverai pas. Mehdi à vide passage d'Oussama Bouacheria.
Ok, merci beaucoup donc. Et juste ma vie de château, c'était aussi montrer, je trouvais ça intéressant de voir que, vous savez, souvent on dit un scénario, moi je vous entends dire qu'un film c'est pas un scénario, en tout cas il peut y avoir un scénario mais c'est pas le plus important. Et le scénario, quand vous le dites, c'est un peu comme tout à l'heure pour La Roche, enfin voilà, pour le film, quand on lit, moi je me suis dit ça va être une catastrophe, c'est quoi, c'est encore l'oncle Bougon et la petite fille, etc. Et en effet c'était un petit miracle justement de se laisser prendre par ça et de finalement même sur voilà une trame qu'on connaît par cœur, on va dire, finalement de se laisser avoir dans le bon sens du terme. Donc ça c'est assez extraordinaire. Donc même si des fois vous avez des scénarios qui vous paraissent un peu un peu facile ou un peu, des fois c'est aussi la manière dont on les met en scène, bien sûr, les personnages, etc., qui font que d'un seul coup ça bascule dans quelque chose de beaucoup plus fort. Nicolas, peut-être que là tu as un titre. Oui, un autre. Alors donc un studio dont on parle encore très souvent, une production dont on parle encore très souvent, mais il y a le nouveau projet de série de Miu, Patouille, donc qui est aussi un projet de série télé qui est quand même assez écolo, qui est porté donc dans l'air du temps, où on voit vraiment, on arrive dans les fleurs, dans pas mal d'éléments très naturels, où en fait on va avec des tout petits personnages voir comment les fleurs se développent, les végétaux se développent, etc., avec des petits animaux, etc. C'est donc un format 52 épisodes de 5 minutes. C'est une série qui est donc tirée d'un court-métrage de fin d'études de Inès Bernard-Espina, et donc là qui va être co-réalisé aussi par Mélodie Boulissière et Clémentine Campos. Donc deux réalisatrices d'un nom qui viennent de l'MK, voilà, superbe. Clémentine Campos, regardez absolument, moi j'adore ce qu'elle fait, regardez son Roméo, c'est incroyable. J'aime beaucoup ce que fait Inès aussi dans l'Espina, et dans son Ragout reste un film assez étonnant. Mélodie Boulissière, elle vient de l'ENSAD et ensuite elle est passée par la Poudrière. Le trailer est vraiment super beau, je crois que c'est entièrement fait en craie grasse. Pour une série, c'est notable. Oui, là, et il y a de la nudité, et quand il est passé, non mais parce que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, je me rappelle l'avoir vu présenter à Rennes, et j'avais dit mais il y a de la nudité, est-ce que France Télévisions va accepter? Joseph Jacquet s'est moqué de moi en disant oh mais tu vois ça mal, c'est toi qui as un problème avec la nudité, mais nous il n'y a aucun problème. J'espère qu'elles vont pouvoir tenir, et que justement elles seront pas censurées après, qu'on dira oui mais quand même ton petit bonhomme là, ça serait bien de lui mettre une petite feuille ou un truc comme ça devant. En effet, on a hâte de voir en tout cas cette série, si elle peut se faire. Allez, peut-être un dernier, non c'est bon. Moi j'en aurais un autre. Tout dernier alors, mais vraiment. Tout dernier, voilà, très rapidement. Un film qui s'appelle Blue Figures et qui est produit donc par une société que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Laidac Film. Je ne sais pas si tu la connais, qui vient du sud de la France. En fait, Blue Figures, c'est la thématique la manière d'aborder les choses est relativement simple et on l'a déjà vu, mais en fait le thème est intéressant. Ça vise à explorer la relation entre le jazz et ses musiciens. Et en fait, c'est à partir d'une fille qui entre chez un disquaire qui est spécialiste de jazz, et à chaque fois on va aller dans la vie d'un jazzman par épisode, avec une aventure particulière qui lui sera arrivée. Donc on va revisiter un petit peu toute l'histoire du jazz épisode par épisode à partir de ces deux personnages-là. Merci beaucoup sur Cartoon. Moi, j'ai juste dire, peut-être si Marie Pénine veut dire un mot, elle a écrit un bel article dessus, donc voilà, mais c'est de dire un mot. Moi, je veux dire à quel point je suis toujours autant amoureux d'AnimaFest. Je remercie absolument, j'ai trouvé vraiment génial d'avoir réussi, et génial parce que il y a Daniel Sulic, mais surtout, Paola Orlic et Mathéa. Je suis désolé, Mathéa, je pense pas qu'elle entend, de toute façon qu'elle écoute, elle parle pas. Voilà, mais merci, je trouve ça génial d'avoir tenu. C'était un peu plus petit festival, c'était absolument. Moi, c'était un bonheur de se retrouver, de nouveau pouvoir juste parler avec les auteurs, de pouvoir faire ce qu'on fait dans un festival, c'est-à-dire petit déjeuner, puis refaire le monde ou pas le refaire, mais en tout cas d'avoir ça de nouveau, c'était absolument incroyable. Et parce que j'ai décidé que je vais lui voler, parce que je vois qu'elle l'a marqué sur son petit papier, mais je vais lui voler, mais pour en parler plus après, ils ont fait un travail absolument incroyable grâce à Mizuchiri Yoriko, donc qui est la réalisatrice de Futon notamment, et je vais laisser Marie-Pauline, mais tout était à son... trouver des bonnes idées, trouver des auteurs comme ça, graphiques absolument incroyables, parce qu'ils savent faire les affiches, ils ont envie de faire les affiches, et on peut tout faire, le catalogue est juste magnifique, je l'ai gardé, normalement on jette à un moment donné, et je vais même garder, c'était un bonheur de voir toutes ces formes, toutes ces lèvres qui s'imbriquaient les unes avec les autres, et tout
toutes ces choses à l'intérieur. Donc, Viva Anima Fest, je vous aime. Marie-Pauline? Oui, je crois que tu as tout dit. En fait, on le sait, mais on s'en est d'autant plus rendu compte cette année que le cinéma, c'est pas juste des images qu'on regarde sur un écran, c'est toute une ambiance autour, et que les festivals, ils sont indispensables pour faire vivre les films dans les meilleures conditions. Et puis, les meilleures conditions, c'est pas seulement des conditions techniques, c'est pas seulement un grand écran et un bon son, c'est aussi que avant, après, pas pendant, promis, mais avant et après, on parle de cinéma, on refait effectivement le monde et le monde du cinéma, et je pense que ça nous avait tellement manqué, c'était formidable. Et voilà, et juste moi je m'étais noté, comme tu dis, le nom de Yoriko Mizushiri, parce que c'était formidable d'avoir effectivement tout cet habillage, mais aussi d'avoir une rétrospective de son travail. On fait souvent des rétrospectives pour des auteurs très très connus qui ont une très longue carrière, notamment on avait aussi une rétrospective de George Fitzgerald, et c'était formidable aussi, mais je trouve qu'on devrait faire plus souvent comme ça des rétrospectives, même pour des gens qui n'ont pas 50 ans de carrière derrière eux et qui n'ont pas fait 200 films, parce que finalement c'est passionnant, et que voilà, ça donne envie aussi d'attendre son prochain film et de tout mettre en perspective. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez fascinant de voir tous ces films réunis. C'était beau, tu sais, elle tente plein de choses, et même justement des choses qui, c'est encore plus facile de faire une rétrospective avec quand il y a moins de films, parce qu'on peut même mettre des choses pas ratées, mais en tout cas qui sont peut-être moins réussies, alors qu'à un moment donné on va juste enlever et on va dire non, celui-ci non, celui-là non. Et là j'ai trouvé cette rétrospective moi aussi absolument merveilleuse de voir le cheminement de pensée de la créatrice et jusqu'où elle arrive à ce moment-là. C'est assez fascinant. En plus ils sont malheureusement pas sur je voulais tout récupérer, mais il n'y a quasiment rien sur son Vimeo et rien. Donc voilà, donc j'espère que ça arrivera un petit peu avec nous. Allez, en 2 secondes, qu'est-ce qui vous paraît, mais alors vraiment c'est comme ça, important à voir, important à savoir dans l'actualité, rapidement. Nicolas, est-ce qu'il y a des films qu'il faut aller voir prochainement? Il y en a un alors qui est en ce moment étonnamment disponible sur Arte pendant encore quelques jours, mais qu'il faut aller voir en salle parce que c'est toujours mieux d'aller voir les films en salle et qu'il faut soutenir les salles de cinéma. C'est Fritzi. Alors Fritzi, c'est un film allemand de Ralf Kukula et Matthias Brun, et c'est un film assez surprenant et qu'il faut aller voir parce que c'est un film familial et quand même qui était pensé à destination des enfants et qui se passe à Leipzig entre septembre et novembre 1989, juste avant, et aussi un petit peu pendant l'été, mais c'est un film qui parle justement de la chute du mur, de la chute du bloc de l'Est, et dans lequel on voit 2 petites filles, une qui est censée partir en vacances avec sa mère et qui ne revient pas, et on sait qu'elle est partie à l'ouest, et l'autre qui est restée à l'est et qui commence à poser des questions à ses parents sur ce qui se passe. Et en fait ça se passe même pendant les manifestations. On voit les manifestations qui démarrent dans les églises, qui partent dans la rue, on voit la petite fille dans les manifestations, tout ça c'est vu avec des yeux d'enfant. On le perd est emmené par la Stasi, on ne voit pas ce qui se passe, c'est quand même hors champ, mais il y a vraiment quelque chose de militant, quelque chose d'engagé, et donc un film qui est hautement politique et historique et qui est quand même filmé avec des yeux d'enfant, filmé avec le point de vue d'enfant, avec de 2 petites filles de 9-10 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film à mon avis qui peut être vraiment familial, c'est-à-dire qui peut être très bien vu par des parents, qui peut être très bien vu par des enfants, voire peut-être même par des enfants qui ne sont pas du tout en âge de comprendre ce qui se passe, mais qui vont quand même en retenir des éléments, qui vont quand même pouvoir ensuite les connecter et les mettre en lien avec d'autres choses après. Et c'est un film qui a étonnamment un graphisme qui, au départ, pourra peut-être rebuter ou alors faire se dire aux parents c'est bon, c'est vraiment proprement pour les enfants, mais qui en fait est vraiment destiné, à mon avis, à un public très large. Et il faut passer parfois au-delà de ce graphisme qui rebute un peu pour aller vers le film. Mais c'est vraiment ce que tu dis, parce que souvent c'est un peu notre problème en animation, alors qu'en prise de vue continue on peut se dire j'aime pas tel acteur, telle actrice, mais on va quand même voir le film, où on se dit allez, je passe là-dessus, alors qu'en animation, dès que le graphisme ne nous plaît pas, il y a un côté non, je le regarde pas. Moi je me rappelle, je dis pas que le film est complètement réussi, mais Adama de Simon Roubi, où j'avais dit mais hors de question, et Simon Roubi a beaucoup de talent, et je me rappelle avoir quand même été pris par le film. Je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes, même si tout n'est pas intéressant dans le film, mais en tout cas voilà, il y a plein de choses intéressantes quoi. Donc c'est vrai qu'on a ce problème souvent de se dire jamais j'irai voir ça, et encore plus quand c'est absolument destiné aux enfants. On a l'impression qu'il y a un côté un peu simple, on va dire simpliste dans les visuels vite. Je passe parce que là je m'en mêle dans des trucs comme ça. Marie-Pauline, qu'est-ce qu'il faut voir? Oui, alors moi j'ai 2 actus. J'ai une actu avec la création d'une chaîne YouTube 100% animation autour de minuit. C'est une chaîne qui s'appelle Animatic. Alors ils ont déjà mis un certain nombre de films. Vous pouvez voir Logorama, Peripheria, Willy. En ce moment il y a Le Monstre de Nyx aussi, qui est de Rosto, qui apparemment n'était encore pas disponible en ligne. Et bientôt un film, il va y avoir des films inédits, et surtout en première mondiale, attention, ça ne plaisante pas, le nouveau film de Donato Sansone qui s'appelle Il Gatto. Donc voilà, c'est sur YouTube, et vous pouvez regarder les films.
Et tu as dit que tu avais une deuxième. Et alors ma deuxième actu, c'est une sortie, c'est un film qui est en salle depuis mercredi et dont on a déjà pas mal parlé, je pense, dans la presse. C'est Calamity, une enfance de Martha Jane Canary par Rémi Chaillet. Et alors moi, j'avais envie de dire que voilà, précipitez-vous voir le film. C'est le film que j'aurais aimé voir moi quand j'étais petite, puisque c'est un film d'aventure à hauteur d'enfant avec une héroïne qui est assez formidable. C'est la future Calamity Jane et donc on découvre son enfance qui est totalement inventée par l'équipe de Rémi Chaillet. Mais c'est très savoureux. Alors on peut reprocher le côté il y a un peu trop de gags et il y a un petit peu trop de rebondissements et c'est un peu trop frénétique. Vous savez, les enfants, ils peuvent regarder des films moins frénétiques, je vous assure. Mais cela dit, c'est formidable d'avoir cette héroïne parce que, quand on est une petite fille, on a besoin de voir, un personnage féminin qui se dit, oui, mais moi je peux pas aider ma famille si on m'interdit tout, et donc qui toute seule se dit, je vais mettre un pantalon même si c'est interdit, et puis je vais apprendre à monter à cheval, et puis le chariot de mon père, c'est moi qui vais le conduire. Et qui est pas du tout dans un truc, c'est pas du tout une revendication féministe qui aurait été plaquée sur le personnage pour dire regardez, les thématiques de genre c'est important. C'est juste des trucs hyper concrets et hyper pratiques que être une fille c'est multidimensionnel, donc des fois ça passe par remettre en cause tout un tas de conventions et même si ça se passe au 19e siècle, c'est toujours super d'actualité. Merci beaucoup. Et moi, juste une petite chose, je vous conseillerais d'aller voir un film qui s'appelle The King of Pigs, qui sort miraculeusement le 4 novembre, normalement, par l'auteur de Peninsula et du dernier train pour Busan. C'est marqué en gros sur l'affiche au cas où. Donc, Yeo Sang-ho, qui est évidemment connu pour ses films en prise de vue continue et ses films d'anime. The King of Pigs en est un, The Fake. Et je pense un des films les plus incroyables que j'ai vus ces dernières années où si vous ne croyez pas en l'être humain, vous allez voir qu'on peut encore moins y croire, puisque le personnage au départ on croit être le plus salaud et finalement presque le plus gentil de tout le monde, c'est quelque chose d'absolument incroyable de fait où je me rappelle à Annecy on arrive et puis on se dit non c'est pas possible. Et enfin voilà, donc je sais que l'actualité tout suffit normalement, on n'a pas besoin de savoir qu'on est dans la merde, mais voilà, King of Pigs en tout cas le fait avec une manière absolument incroyable et voilà, et donc foncez voir Yeon Sang-ho, The King of Pigs, qui est là sur le harcèlement à l'école, qui est un film qui était passé ou à la quinzaine des réalisateurs, c'est ça, à Cannes il y a quelques années, qui est un film d'une très très grande force. Et c'est tout, on va faire une légère pause musicale et comme ça on va revenir avec nos deux invités pour parler de Souvenirs et de Jean, les deux films donc qu'ils deviennent de réaliser, et on va faire une petite pause et là je vais donner la parole à Marie-Pauline Mollary parce qu'en fait elle nous avait choisi Joy Division et Pink Floyd et que finalement ça a changé au dernier moment parce que voilà, et elle donne... Et Nicolas et Marie-Pauline donnent une petite chance à celui qui aurait pu gagner, mais c'est finalement Souvenir qui a gagné le prix. Et donc l'autre court-métrage qui aurait peut-être pu gagner le prix de la semaine de la critique Alors, c'était au festival Off-Cours de Trouville. Effectivement, Nicolas et moi, nous étions dans un jury du prix de la critique, avec une troisième personne dont je te laisse. Gaël Bébin. Voilà, merci. Et donc, effectivement, nous avons donné le prix à Souvenir, qui était au coude à coude avec un film qui s'appelle Teen Horses de Valérie Leroy, que nous aimions beaucoup, qui est un film, un teen movie, comme son titre l'indique, qui est complètement déjanté, complètement décalé, qui est très très drôle, très, très intelligent. Et dans ce film, on entend un titre qui s'appelle L'Escalier, du groupe The Pirouette. On écoute Nicolas, à tout de suite. Toujours Bulle de rêve sur Radio Libertaire 89.4 ou sur l'internet. Parce que quand même c'est bien, comme ça on peut nous écouter encore plus loin. Jean, on revient à Marion Auvin. Jean, comme on disait, c'est partir de petites choses. Alors c'est toujours embêtant, mais si, parce qu'en fait, finalement, si on raconte l'histoire, on peut quand même raconter, parce que tu l'as dit assez rapidement, ou tu préfères pas... Si, on peut dire que donc c'est un acteur qui arrive normalement sur un plateau, enfin voilà, il doit jouer, et il se rend compte que il a, enfin pas lui évidemment, qu'il a rasé en fait sa barbe, voilà, et alors qu'en fait le rôle tournait autour de ça. On est toujours dans l'idée de partir encore une fois de petites choses, mais qui bousculent un peu tout. Ouais, de petites choses du quotidien qui en fait basculent dans un petit drame, quoi. Je vais pas non plus dire que c'est un gros drame, mais voilà, ça va empêcher toute une équipe de tournage de travailler, et voilà, c'est cette petite bêtise qui peut sembler rien du tout, en fait elle emmerde vraiment énormément de gens, et voilà, On a un acteur très imbu de sa personnalité. Est-ce que tu as appelé Jean, le titre du film, est-ce que c'était pour bien dire que c'est juste lui et pas tous les acteurs et les actrices qui sont comme ça? Est-ce qu'il y a, ou pas forcément, ou tu penses que tous les acteurs sont
imbu comme ça. Pas du tout. Alors, ah non, ça n'a rien contre les acteurs. Moi, je suis Au contraire. très admirative des acteurs. Et ça, c'est vraiment un métier qui me fascine. Je me demande comment on peut réussir ça. Et du coup, c'était une envie que ce soit un acteur. Alors, je trouvais que ça pouvait bien lui aller, en tout cas, d'être imbu à quelqu'un qui est acteur. Mais pour moi, j'imagine pas du tout tous les acteurs comme ça. Il passe son temps quand même au tout début à cacher sa femme qui est en arrière-plan. Et lui prend tout le plan et on la voit quasiment pas. Il l'aime visiblement, mais bon, oui, tu me rappelleras, etc. Et il se regarde beaucoup dans les miroirs. On sent que... Et donc, c'est cette peur de plus être dans la lumière qui va d'un seul coup le rendre... Oui, c'est ça. En fait, il se rend plus compte de ce qui l'entoure, des gens qui l'entourent. Il y a quelque chose de très facile et qui lui convient très bien de ce regard des autres où tout le monde est très admiratif. Tout le monde a envie d'être aimé par Jean, quoi. C'est ça l'idée. En fait, on voit tout de suite avec sa femme qui est un peu fatiguée de ça, qu'il y a une limite à tout ça, en fait, à ce caractère-là qui semble si joyeux. Donc, voilà. Je vois Bastien qui se rapproche du micro, c'est pour... Ouais, j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment hyper touchant, hyper juste dans les échanges, les émotions entre les personnages et le rythme. Et ce que j'ai l'impression que tu as illustré avec Jean, ça va au-delà de simplement ce personnage qui est un but lui-même, mais c'est aussi j'ai l'impression, c'est mon interprétation, un film qui parle de la paresse, de la paresse intellectuelle de quelqu'un qui a tous les privilèges finalement, et qui est dans cette position de confort de s'en foutre. Oui, et sans que ce soit... C'est ça, hein, vraiment. Mais sans que ce soit mal intentionné. Il se rend plus compte du mal qu'il peut faire, en fait. Et effectivement, il est complètement dans un confort d'être si joliment regardé, jusqu'à en oublier tout le reste assez inconsciemment, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi sur la charge mentale, peut-être un peu ? Pas forcément, c'était pas mon intention. Après, effectivement, on peut y mettre. Je comprends qu'on puisse voir ça, mais en tout cas, j'avais pas l'intention. C'est en tout cas, comme dit Bastien, quelqu'un qui perd les réalités. Son agent l'appelle dans le train, t'es bien dans le train, pour être bien sûr. Oui. On sent que c'est quelqu'un qui est bordé, qui d'un seul coup... chacun sait qu'il faut un peu quand même... Ils le connaissent, le genre, quoi. Donc voilà, il faut vérifier. On le veut. Mais faut faire attention, à ce qu'il est. On sait ce qu'il est. Marie-Pauline ? Ouais, moi j'avais l'impression que c'était un cercle vicieux. En fait, peut-être les gens savent qu'il a besoin de ça, mais aussi à force d'être autant entouré, on comprend aussi qu'il a tellement l'habitude que les gens lui rappellent 50 fois les trucs qu'il fait absolument plus attention. Effectivement, en fait, il fait rien de mal et parce que tu as raison, les gens l'entraînent aussi là-dedans. Il a aucune raison de sortir de ça finalement. Et oui, c'est exactement ça. Il y a un petit côté, alors peut-être aussi parce que son physique, c'est un peu facile, un petit côté Depardieu ou ce genre d'acteur qui d'un seul coup perd toute notion finalement de réalité avec ce qui se passe autour. Oui. Et que ces mains qu'il adule, là, qu'on voit un moment que tu as mis finalement... Oui, c'était pour effectivement mettre de son imagination dans le film et le sentir délirer un petit peu. Et effectivement, il a plus les pieds sur terre, il les a quittés. Et oui, les mains servaient à ça et à nous faire ressentir ce que lui ressentait, en fait. À quel point il y a un besoin des autres, quoi. Marie-Pauline, je te vois... Oui, en fait, moi, quand j'ai vu le film et en voyant tes autres films, je me suis tout de suite posé la question. En fait, il y a beaucoup de femmes dans tes films et tout à coup, c'est un personnage masculin. Alors, j'ai pas vu tous tes films, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, là, c'était très visiblement tout à coup un personnage masculin. Est-ce que c'est juste à cause de la barbe ou c'était pas possible que ce soit une femme ? Ou est-ce que tu avais envie, en fait, de basculer comme ça sur un personnage masculin ? Il aurait pu être une femme, finalement. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un de très genré dans ma tête. Effectivement, la barbe fait que c'est quand même plus facile avec un homme. Mais j'avais aussi des envies de changement parce que vu que je change pas vraiment de graphisme, il y a quand même des choses que j'ai envie de changer. Et ça me faisait plaisir d'animer un homme, comme
comme le fait d'avoir des dialogues aussi, j'avais jamais vraiment eu ça. Ça m'était assez neuf et du coup voilà, c'était pour par envie quoi. J'avais envie de l'animer cet homme-là. Il y a quand même il y a peut-être que ça, mais on projette énormément, mais je trouve que finalement il y a aussi une espèce de revanche aussi, alors sans être forcément un film féministe, hein, on va pas forcément employer les grands mots alors que tu l'as pas forcément voulu, mais quand même cette femme à la fin, il y a une espèce de revanche finale où à la fin il est obligé quand même là d'un seul coup lui de faire des efforts, de l'appeler, elle est en répétition donc il tombe sur et se rend compte que finalement il a besoin aussi d'elle, des autres, et qu'il y a ce bon moment où il la regarde à la télé et que c'est elle qui est dans la télé, lui est seul dans sa chambre et que lui est dans une espèce de solitude même si ça va revenir et qu'il la regarde quand même. Il y a quelque chose de, je sais pas, de presque d'un peu d'une revanche entre guillemets, revanche et un mot fort. Mais oui, il y a cette revanche-là, mais là encore pour moi, ça aurait pu être un homme à la fin, voilà, qui reprend toute la place. C'est pas particulièrement quelque chose de féministe, parce que même ça pourrait être un couple homosexuel, et voilà, c'est une femme qui regarde une femme à la fin. Donc, j'y mettais pas quelque chose comme ça, en fait. C'était pas mon intention. Tu peux nous parler un petit peu, parce qu'en effet, il y a un gros jeu des dialogues. Alors, tu vas nous parler, je pense que tu peux parler des deux. Il y a un casting aussi important. Bruno Podalides, Jean-Noël Bronté, qui joue beaucoup avec Podalides, qui a beaucoup joué avec Podalides. Et tu nous en as déjà parlé de Justine Curatolo, dont tu as fait les décors en effet, mais qui aussi joue le rôle de Corinne et de la femme. Et est-ce que les dialogues, c'est toi qui les as complètement écrits? Est-ce que d'un seul coup d'avoir des acteurs comme ça t'a permis de les retravailler? Comment s'est passé tout ça? Oui, alors c'est moi qui les ai écrits. Avec relecture de gens de mon entourage ça te fait toujours du bien d'avoir des yeux frais, mais en fait il y a quand même eu des tout petits changements parce que des acteurs étaient pas très à l'aise avec juste un mot, donc ce qui a pu changer, c'est juste un petit mot. Bruno Podalides a pu parfois faire des propositions. Il me disait est-ce que là ça correspondrait pas mieux, donc il y a eu des petits changements comme ça. C'était un casting que tu voulais déjà à la base ou alors, j'avais pensé d'abord à Denis Podalides parce que j'avais lu son livre Scènes de la vie d'acteur et qui parlait de ces temps morts pendant les tournages et du coup c'est là aussi que mon film, l'histoire avait mûri et en fait je me suis dit que Bruno correspondait beaucoup plus physiquement au personnage. Et en fait, on en a parlé avec Virginie, donc ma productrice, et elle m'a dit pourquoi on rêverait pas, pourquoi on n'essaierait pas, et chose qu'effectivement je m'étais pas dit qu'on pouvait essayer de faire ça. Donc j'ai réussi à récupérer son adresse email, ça a été très simple. Il m'a répondu qu'il était tenté et ça a été un moment formidable, l'enregistrement. Bastien, est-ce que c'est ce livre qui a provoqué l'envie de faire ce film? Est-ce que c'est l'idée du film était d'abord de faire le portrait d'un comédien ou d'abord de parler de cette absence de faire le portrait d'une personne qui a un manque d'empathie, qui est un peu décorée? Non, la première chose c'était de parler de ce manque d'empathie et surtout ce manque d'écoute. On met toujours un peu de soi dans nos films, donc c'est moi qui m'étais rendu compte et m'en rendre compte, j'en étais bien malheureuse, mais il y a quelqu'un que j'avais envie de particulièrement séduire, et en fait il m'avait fait réaliser que je l'écoutais pas du tout à ce moment-là et je me suis dit oh là là, c'est terminé, c'est foutu. Et de voir que moi j'étais capable de pas écouter alors que je croyais être quelqu'un qui savait écouter, ça m'avait un peu perturbée et ça m'avait travaillé, donc j'avais envie de parler de ça. Et après, il y a eu cette lecture. Il y avait, mon amoureux de l'époque me parlait beaucoup de sa barbe qui ne poussait pas. Enfin, tout ça a fait Jean. Nicolas, est-ce qu'on peut écouter j'ai fait la bande-annonce avec 45 secondes de Jean, qu'on entende un petit peu la voix Bruno Podalides. Caméra tourne, silence, le son, gna gna. Action. T'arrives rasé et tu me dis que t'es prêt? Attends, tu te fous de moi là, Jean. On va quand même pas faire toute une histoire pour quelques poils. Silence sur le plateau, s'il vous plaît!
da-da-da. Voilà, dans le sens du poil. Dernière question, on va passer après à Bastien Dubois pour Souvenir. J'ai l'impression que, tu nous as dit que tu aurais bien aimé être script, j'ai l'impression qu'il y a un plaisir aussi, et j'ai l'impression que tu as ça aussi de l'équipe. On voit souvent les mêmes personnes avec qui tu travailles et qui sont souvent remerciées, qui vont être là. Il va y avoir un plaisir de travailler, on parlait tout à l'heure, et on a l'impression qu'il y a ce bonheur d'avoir cette équipe malgré tout en animation. Tu travailles, donc voilà, tu dis j'y suis depuis un bout de temps. C'était ça aussi, ce film montré, parce qu'on voit beaucoup quand même le tournage. On n'est pas la nuit américaine, mais il y a un petit côté comme ça de voir dans un tournage quand même. Oui, c'est vrai que j'aime bien ce travail d'équipe. C'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Ces tournages, des images qu'on peut voir effectivement dans la nuit américaine ou même dans une série comme 10%. Voilà, je trouve ça très rigolo. C'est ces moments que nous, spectateurs de films, en fait, on n'assiste pas du tout à ça. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça très beau, en fait, toute une équipe qui se réunit pour une œuvre, quoi. Et effectivement, on a beaucoup ça. Donc voilà, c'est que on a tous l'amour de notre métier et on va tous suer pour suer avec bonheur, hein, pour arriver à aller jusqu'au bout de nos projets. Et même là, moi, c'était la première fois que je travaillais avec des animateurs. Et là j'ai découvert aussi, en fait, un plus gros travail d'équipe. Et ils ont été tellement formidables. Enfin, c'était génial. Donc, effectivement, j'aime bien ce truc du groupe que je vis pas forcément, qu'on pourrait pas croire que je vis, vu que les carambolages, je les fais toute seule. Enfin, voilà. Et qu'en anime, oui, c'est pas évidemment ces grosses journées où d'un seul coup on va voir la fin du tournage le soir ou d'une scène, etc. Vous aurez l'occasion, j'espère, on sait pas trop, de voir Jean et je crois souvenir si j'ai pas de bêtises. Non, prix Émile Reynaud, non, t'es pas. Si les deux sont nommés au prix Émile Reynaud, la séance devait avoir lieu un soir et évidemment on ne sait pas trop. On va voir si l'AFCA va changer d'horaire. On espère en tout cas pour les voir quand même sur grand écran. Souvenir, on peut le voir sur petit écran, mais c'est vrai que c'est toujours bien de le voir sur grand. Donc avec un peu de chance, on croise les doigts, Jean, sur un grand écran à la séance Émile Reynaud. Et il passe au 5 Comartin. À quelle heure? À 18h30. Ils ont avancé la séance. Un festival qui s'appelle C'est pas la taille qui compte. Super, donc voilà. Nicolas, est-ce qu'on peut écouter le petit extrait, pareil, qui est 45 secondes, juste après, et on parle avec Bastien juste après. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, mais il n'en parle jamais. Il ne veut pas en parler. Déjà enfant, je sentais que ce serait difficile d'en parler avec lui. Je savais même pas ce que ça voulait dire tabou, mais je savais qu'il fallait pas lui en parler. Les seules histoires qu'il voulait bien raconter, c'était ce qu'on voyait sur les photos. Quand ils avaient fait une chasse à la gazelle, ou une fois où ils avaient organisé un bal avec un orchestre. Bref, pas des histoires qui, moi, m'intéressaient en tant qu'enfant, qui voulait entendre des histoires de guerre. Quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire des dessins animés, j'ai repensé à cette histoire de guerre d'Algérie et j'ai voulu en faire un film. Je crois que c'était surtout un prétexte pour me rapprocher de lui et pouvoir en parler. Mais rien, la seule chose qui revenait, c'était cette histoire de bal, la gazelle, les copains, etc. Alors, souvenir. Avant de laisser la parole à Bastien, je vais présenter pendant très rapidement le film, où en fait, le synopsis même du film, donc sur le site d'Arte, vous pouvez revoir le court-métrage ou voir le court-métrage. C'est écrit: pendant 10 ans, j'ai souhaité vouloir faire parler mon grand-père sur la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, je suis moins sûr de vouloir entendre ce qu'il a à dire, ni d'avoir envie de faire ce film d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant avec ce film et avec déjà cette phrase, c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas tant un film, alors que c'est
comme ça qu'on le présente souvent sur la guerre d'Algérie, qu'un film sur toi, ton rapport avec ton grand-père, ton rapport avec justement une guerre qui a eu lieu et dont on peut encore recueillir un témoignage, et pas n'importe quel témoignage, mais quelqu'un qui est plutôt justement du côté, ou potentiellement du côté des bourreaux, plus que du côté de ceux en général qu'on met en valeur. D'ailleurs, c'est une guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, dont on parle relativement peu en France, puisque malgré tout, on est quand même ceux qui avons tué le plus de gens et commis le plus de crimes pendant cette guerre aussi, finalement, et que l'histoire est régulièrement faite justement plutôt par ceux qui sont considérés comme vainqueurs, alors que c'est loin d'être une guerre dont on pourrait se sentir les vainqueurs. Et c'est un film dans lequel t'interroges quand même la mémoire, l'histoire, les représentations, en utilisant pas mal de régimes d'images différents. Et la première question que j'aurais à poser, c'est justement d'où vient le film et comment est-ce que t'en es arrivé justement à faire ce film-là? Ok. Alors, c'est jamais évident de parler de ce film à des gens qui l'ont pas vu, parce qu'en fait le film est justement sur le processus de faire un film, et donc généralement quand on va parler d'un film qu'on a fait, on va raconter comment le film s'est fait, sauf que là je raconte dans ce film comment ce film s'est fait. Donc ce que je dis souvent, c'est que c'est un making of d'un film dans lequel j'ai essayé de raconter mes tentatives de faire un film sur mon grand-père qui racontait pas ce qu'il a fait en Algérie. Et voilà, c'est tout un film dans lequel je raconte mes tentatives. Et ce qui est intéressant justement, c'est déjà la première image, c'est cette image d'un enfant qui prend une boîte comme s'il ouvrait quelque chose qui rappelle un souvenir. Mais il y a quand même une différence à mon avis, puisqu'après on te voit beaucoup plus âgé. Enfin, aujourd'hui, quand je dis beaucoup plus âgé, non plus, t'as pas 70 ans, mais on te voit plus âgé en train de parler de ton grand-père. À quoi pouvait s'attendre l'enfant qui a 8 ans, 10 ans, qui se demande ce qu'a pu faire son grand-père pendant la guerre? J'imagine qu'il ne devait pas se dire il est coupable. On se demande simplement ce qu'il a voulu faire par rapport aux attentes du Bastien justement plus âgé. Alors les premiers questionnements autour de la guerre d'Algérie, c'était plus de l'ordre d'une curiosité d'enfant qui était attiré par des histoires de guerre et qui aimait bien toutes les histoires de débarquement de Normandie. Voilà, donc c'était, je pense à cette époque-là, j'étais complètement décorrélé entre la représentation de la guerre qui pouvait être faite et ce qu'était vraiment la guerre. Donc je voulais juste que mon grand-père il me raconte comment ça se passe avec les grenades et machin, et voilà, je voulais entendre des histoires d'aventure et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien englober. Quand j'ai commencé à percevoir un petit peu de quoi y retourner, tout à l'heure tu parlais des massacres d'octobre 61. En fait, très très jeune, je suis tombé sur le livre Meurtre pour mémoire de Didier Denix. Ouais, tout à fait. Et qui justement traite des événements où les chiens de Maurice Papon étaient en roue libre pendant plusieurs nuits sur Paris. Et je n'avais absolument pas compris ce que je lisais. Je l'avais lu presque comme de la fiction en fait. Parce que j'avais pas l'école, je sais pas, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, donc c'est un peu bizarre. Et en fait, il y a plein de petites choses qui sont venues me questionner au fur et à mesure et me dire tiens, mais en fait, Algérie, papy, machin, massacre, truc, bidule. Et aussi sur cette période-là, il y avait les guerres des Balkans, il y avait les guerres de Tchétchénie, et donc on entend des choses qui font écho entre les différents conflits, et à un moment on commence à se poser des questions si finalement voilà. Donc je crois que c'est peut-être un peu léger comme explication, mais je crois qu'il y a la cristallisation autour de la réalisation de ce qui avait pu vraiment y avoir, c'est construite comme ça. Donc je pense quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à faire des dessins en fait j'avais récupéré des albums photos de mon grand-père et j'avais refait des dessins de photos qu'il avait ramenés en lui disant tiens regarde, je vais faire une BD pour raconter un peu pour qu'on puisse raconter ton histoire. Et c'était une première tentative d'entrer en communication avec lui qui était très très brève. J'avais fait une dizaine de petits dessins et des années plus tard j'ai essayé de refaire la même chose mais avec un projet de film. Et je pensais vraiment raconter son histoire. Je pensais toujours qu'il allait s'asseoir et puis me dire voilà, c'est passé ci, ça. Et en fait, c'est jamais arrivé. Donc, à un moment, j'ai embrayé sur l'idée d'un film
dans lequel j'allais parler du fait qu'il raconte pas. Et j'allais illustrer le traumatisme des anciens appelés en Algérie. Le thème c'était un peu autour des PTSD, des syndromes post-traumatiques, et j'étais parti sur la base d'une phrase de Céline dans Voyage au bout de la nuit qui explique comment l'homme passe toute sa vie à constituer une grimace, où en fait il y a toute la saleté qui sort des tripes et qui vient s'inscrire sur le visage et qui fait qu'on a ce visage quand on est vieux, et en fait je voulais qu'on voit qu'on fasse des parallèles, des sauts dans le temps entre les jeunes soldats en Algérie qui sont en train d'attaquer un village et qui y sont maintenant, et qu'à chaque atrocité commise, en fait, ils aient une espèce de spasme comme ça, et qu'on voit un peu leur sale gueule de vieux qui commence à ressurgir sur leur visage, et que en fait les actes qu'ils avaient commis, donc c'est-à-dire par exemple s'ils avaient noyé quelqu'un, ils se retrouvaient à se noyer dans l'alcool, ou s'ils avaient balancé un mec d'un hélico, ils se jetaient d'un toit, ou s'ils avaient foutu des décharges, ils se retrouvaient en HP en train de se prendre des joutes. Donc c'était un petit peu vénère. Je voulais mettre les berruyers noirs derrière et tout ça, enfin j'étais assez chaud, et donc ça c'était un peu la première tentative. J'ai pas pu autant expliquer que ça dans le film parce que le film il fait que 15 minutes et j'ai dû déjà bien condenser. Mais bon, voilà. Donc, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, avec différents points de vue, avec plus ou moins de colère, avec plus ou moins de compréhension, avec plus ou moins de naïveté et plus ou moins de candeur. Et le cheminement s'est fait comme ça, tout doucement, de projet en projet. Et en ressortant, la dernière fois que j'ai ressorti le projet, on va dire, c'était il y a 4 ans, il y a un copain à qui j'ai expliqué un peu toutes ces tentatives, qui m'a dit, mais est-ce que tu devrais pas faire plutôt un film sur toi qui essaye de faire un film sur ton grand-père? Un film sur tes tentatives, finalement. Justement, et c'est comme ça qu'est né le projet. Pardon, Bastien, est-ce que c'est aussi un film sur le dialogue? C'est pas uniquement parce qu'on pourrait dire c'est un film sur qu'est-ce que mon grand-père a fait, qu'est-ce que moi j'aurais fait, ce genre de film. Et est-ce que c'est pas ça aussi, c'est cette difficulté de dialoguer, et toi aussi en tant que jeune homme, de dialoguer avec l'histoire passée de ton pays? Sûrement, en tout cas, par exemple, on voit dans le film un peu la façon dont moi j'aborde le sujet, la façon dont mon père aborde le sujet. Donc on est tous les deux dans le déni, hein, clairement, mais avec différentes. C'est-à-dire que moi j'essaye d'aller chercher un petit peu, quand lui il a complètement accepté une version officielle, familiale de l'histoire. Mince, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et du coup, je pense que comme lui, il avait grandi avec... il est né quelques années après que mon grand-père soit rentré, donc il s'est construit avec la légende. Quand moi, j'étais un peu plus distant, j'ai pu venir un peu questionner ça. Et oui, clairement, c'est un film sur le dialogue, et la guerre d'Algérie est en arrière-plan, et ça aurait pu être... pas n'importe quel conflit, mais à peu près n'importe quel conflit. Et voilà. Nicolas? Et oui, moi je me demandais justement comment est-ce qu'on écrit un film et comment on réalise un film qui finalement est toujours en cours. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tu aurais pu découvrir quelque chose en plein milieu de la réalisation. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le projet il a été financé pour quasiment toutes les aides qu'on a eues. C'était sur une version d'un film de 8 minutes. Et le climax du film, il est arrivé pendant la réalisation. Au final, je suis passé d'un film de 8 minutes à un film de 16 minutes en cours de fabrication. Donc c'était une sacrée gageure, parce que le film, il était... il y a eu plein de phases comme ça de choses qui ont évolué. Et c'est un peu comme Madagascar, finalement, où sur Madagascar, j'étais parti un peu... fleur au fusil pour faire ce film, en commençant par animer des plans sans avoir la structure générale. J'avais pas d'animatique, pas de storyboard, etc. Là, j'avais essayé de faire une pré-prod à peu près propre, où j'avais fait des dossiers, des tableaux avec les numéros de plans, et le montage il a constamment changé, parce qu'en fait ma vision du sujet changeait, et des fois il y avait des vrais éléments. Je vais pas spoiler le film, même si j'ai l'impression que c'est une émission où on spoil pas mal, hein, parce que depuis tout à l'heure vous avez tout le monde normalement avant d'écouter ton interview de voir les films vous avez parlé. Mais parce que je suis choqué. Mais on oublie les twists, on croit que c'est... Mais non, du coup, voilà, un des éléments fondamentaux du film, où en gros le voile se déchire, la légende familiale tombe par terre, c'est apparu alors que j'avais déjà fabriqué la moitié du film. Donc c'était un peu particulier. Et donc à ce moment-là, tu reprends tous les éléments, ou t'évacues déjà ce que tu as dû faire? J'ai dit, c'est apparu la moitié de l'écriture, pardon, pas la moitié de la fabrication.
Ça fait une grosse différence. Mais il y avait déjà pas mal d'éléments d'animatique, etc., qui étaient déjà faits, ou des éléments. Je me souviens plus vraiment de la temporalité, mais je sais qu'en tout cas, il y a une première version que j'avais écrite en une après-midi, le premier jet. Et on s'est basé là-dessus. Ça a très très peu changé avec tous les premiers envois en commission qu'on a fait pour des financements éventuels, et très très vite on a eu ces aides, et c'était sur la version de 8 minutes, et ensuite je l'ai déposé au CNC qui m'a demandé une réécriture, et ils m'ont fait des retours très très intelligents, très détaillés, en pointant vraiment des manquements. Et si je me trompe pas, en fait, c'est pendant que je fais la réécriture pour le CNC qu'il y a eu l'histoire du fameux twist, et que là, en fait, j'ai mis 1 an à réécrire. Sans dire, pardon Nicolas, sans dire un twist, il y a un dîner, il y a quelque chose qui se passe et voilà, tout. Il y a une et donc ça veut dire, qui est faite. et donc ça veut dire que là, toi, t'assistes. C'est ça, ce dîner. C'est-à-dire que est-ce que les gens t'assistent, je veux dire, mais est-ce que les gens savent autour que t'es là vraiment dans l'écriture de ce film-là? Oui, bien sûr. Tout le monde le sait, toute la famille le sait. On parlait à l'apéro, on parlait du projet du film, et je pense que ça a déclenché. Le film a déclenché les éléments qui ont nourri le film, quoi. Donc finalement, le dialogue s'est construit grâce à ton film, en dehors du film et dans ta propre vie, quoi. Oui, bien sûr. Nicolas. Et oui, dans le film, là, tu t'évoques la guerre d'Algérie. Dans tes précédents films, Cargo Cult, t'évoquais justement Pardon ? La Seconde Guerre mondiale. Ouais, la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, avec Madagascar, le rapport aussi justement à l'ailleurs, à l'autre, etc. Comment est-ce que la vision justement de quelqu'un qui arrive dans un pays, d'un territoire qui est complètement inconnu, qui a aussi été un peu une colonie, comment est-ce que justement tout ça s'enchaîne? C'est des thématiques qui te sont vraiment chères, ou c'est quelque chose à laquelle tu penses pas non plus nécessairement? Alors, je pense que pour Madagascar, c'était quelque chose qui découlait de ma construction de jeune homme français au XXe siècle, qui est nourri de Tintin, puis de Corto Maltese, puis de Gauguin, puis de Titon Lamazou, où en fait, il y a... En fait, c'était un peu une suite logique de mes références que j'avais choisies ou qui m'avaient été suggérées par le milieu dans lequel j'ai grandi. Et d'aller donc... Je me suis retrouvé dans une position un peu naturelle de... si t'es un jeune homme qui veut être un homme, tu dois aller explorer des choses, tu dois être... Et je suis en train de réfléchir actuellement, justement, savoir si ce désir de voyage, ce désir d'ailleurs, était un désir que j'avais profondément ancré en moi, ou si c'est quelque chose qui m'avait été inculqué, si c'était... s'il y avait une injonction à être conquérant, à être... entrepreneur, à aller chercher l'ailleurs, et aussi, enfin voilà, je réfléchis à ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à Souvenir, donc c'est Madagascar, Algérie, 2 anciennes colonies françaises. On pourrait penser que j'ai fait Souvenir un peu pour questionner ce point de vue un peu naïf et mignon, et qui était juste à l'époque où je l'ai fait sur Madagascar, et de venir un peu faire Souvenir pour me questionner justement ce rapport aux colonies. Or, comme je vous expliquais tout à l'heure, je réfléchissais à faire un film sur la guerre d'Algérie bien avant de faire le film sur Madagascar. Et je pense que j'ai réalisé ça il y a quelques semaines, quelques mois, et ça ne m'était jamais venu à l'esprit que en fait les 2 films les 2 thématiques pouvaient avoir un lien. Et quand j'ai fait Madagascar, j'avais déjà ces questionnements sur l'Algérie, mais pour moi c'était 2 choses qui n'avaient strictement rien à voir. Donc, et une question, et après presque la dernière, ouais. Voilà, presque la dernière, mais qui peut d'ailleurs faire un gros flop complet. Je me demandais au niveau de ta cinéphilie, est-ce que quelqu'un, par exemple, comme Chris Marker, c'est quelqu'un qui a compté, quelqu'un qui a fait beaucoup de documentaires, qui a voyagé énormément, et qui a fait des films très engagés, très militants, et aussi sur les anciennes colonies, et sur le rapport à la guerre? Alors, je vais faire une réponse... allez. Tout à l'heure, on parlait de Jonathan Demme. Et j'ai une super anecdote par rapport à ça et par rapport à Chris Marker. Alors, c'est un truc un peu... Tu me dis, tu vas faire une question bizarre, je vais faire une réponse bizarre. Quand j'ai 5 ans avant qu'il y ait cette histoire de Jonathan Demme, j'ai des carnets de rêves où je dessine mes rêves, j'en ai plein. Et j'avais fait un rêve où je rêvais que j'allais à New York et que je rencontrais Chris Marker,
Et donc moi j'étais genre en admiration absolue, j'étais trop content. Et il m'a invité chez lui, et dans sa maison il y avait partout des photos de ses chiens, de sa maison de vacances, de ses enfants. Et en fait il me racontait juste des histoires de ses chiens, de ses enfants, de ses maisons de vacances. Et puis donc j'étais bof en fait. Donc c'était pas très intéressant. Et donc j'avais dessiné ce rêve dans mon carnet. 5 ans plus tard, je vais à New York pour rencontrer Jonathan Demme. Et on sort de la voiture, il était avec ses chiens, il cherche ses clés dans son sac, on arrive devant sa maison. Et puis là, j'ai le flashback de ce rêve de 5 ans avant. Et je fais merde, c'est fou, c'est un peu quand même, ça ressemble vachement. Puis là, je lui fais, mais c'est marrant parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait un rêve où j'allais à New York, je rencontrais Chris Marker. J'étais même pas sûr qu'il connaisse Chris Marker. Et puis on allait à sa maison. Puis là, il s'arrête, il me regarde. Et il fait Chris Marker, you mean this Chris Marker? Et là il sort le coffret intégral de Chris Marker de son sac. Et là d'un seul coup c'est vraiment voilà. Nicolas, est-ce que je vois pas si Francis, tu peux, l'émission d'après est arrivée? Ok, d'accord. Et ben donc oui, Francis, je sais. Francis, notre censeur. Donc, on aurait dû finir avec normalement un générique final qui était, j'avais pris pour faire un hommage à Juliette Gréco qui chantait Je suis qui je suis, la très belle chanson de Prévert. On l'aura pas, mais tant pis, hein, voilà, vous pouvez la voir. 18h59, on va passer. Je remercie infiniment Bastien et Marion pour être venus. Merci évidemment à mes collègues pour tout ce beau travail. À Francis Gavel pour être Francis Gavel. Et on se retrouve le mois prochain. Regardez Souvenir donc qui est sur Arte, et on se retrouve le mois prochain avec Sébastien Roffa pour nous parler de la bergère et le ramoneur. Merci, et merci à Nicolas, à bientôt, bye bye.